Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Par les cornes, le podcast dédié aux Chicago Bulls. Ici Gugur, très content de vous retrouver une nouvelle fois et on est toujours forcément en compagnie de l'illustre Chicago Six. Comment tu vas? Salut à tous, ça va très très bien, ça va très bien. T'es pas un peu en dépression avec cette fin de saison là, qui annonce la fin de nos Bulls pour une Non, période. euh, non parce que j'ai beaucoup de basket à regarder pour compenser entre-temps les playoffs déjà pour commencer et puis moi je suis la WNBA à fond donc voilà j'ai toujours du basket à regarder peu importe le moment de l'année donc ça va j'arrive à compenser même si c'est pas les Bulls. Ouais, t'as pas ton manque de dose. On rappelle d'ailleurs que tu suis activement le Sky de Chicago, donc l'équipe de WNBA, et que tu tiens un Ouais. compte Twitter. Donc on invite toujours à te suivre et puis à regarder plus de WNBA, sachant que je crois que cette année, ils ont rendu vraiment le truc hyper accessible sur Twitch, c'est ça? Il va y avoir des matchs à un moment donné sur Amazon Prime aussi. Il y a des matchs sur Twitter, mais ça, je crois que c'est que aux US. Le League Pass coûte $17, donc c'est pas l'investissement de l'année. Non, non, puis voilà, c'est la 25e saison de la Ligue, donc c'est une date anniversaire. Il y a un niveau très très relevé. Là, les premiers matchs depuis une dizaine de jours, il se passe déjà pas mal de belles choses, donc ouais, c'est très très intéressant à suivre. Ouais, faut que je m'y penche aussi. Je pense que je vais me faire un petit kiff, un petit marathon et on va suivre ça. Et encore une fois, ben, je suivrai ton compte Twitter parce que c'est une mine d'or pour la WNBA aussi. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du basket féminin de Chicago qui se porte mieux que le basket masculin, je crois, mais pour Ça faire c'est un vrai, oui. petit bilan. Ouais, ils ont une belle équipe, Oui, donc c'est cool. ouais. Mais on va faire un petit bilan de notre saison, un peu faire un récap de tout ce qui s'est passé et de ce qui va arriver. Je vais te laisser commencer. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette saison des Bulls factuellement et puis aussi dans le ressenti? Bah, factuellement, le constat froid, terrible du classement et du bilan, bah, il est pas suffisant parce que quand tu vas même pas en play-in dans une conférence Est comme ça, c'est clair que il y a forcément de la déception, hein. On est tous déçus de pas y être. Après, bah, quand tu te penches un peu plus sur les matchs, les circonstances, etc., tu arrives à expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Faut quand même rappeler qu'on part de pas grand-chose, hein. On a passé 3 saisons de suite où on cherchait pas forcément à gagner, donc malgré la nouvelle direction, le nouveau coach, le nouveau coaching staff, etc. Il faut apprendre aux joueurs comment gagner parce que personne leur a appris jusqu'ici, donc ça se fait pas en deux temps, trois mouvements. Et encore moins avec une pré-saison réduite à 2 semaines, 4 matchs de pré-saison et, euh, et un groupe qui a très peu changé, quoi, à part l'arrivée de Temple et Patrick Williams, donc c'est pas beaucoup de changements, quoi, pour apporter du sang neuf. Donc ça a mis un petit peu de temps à démarrer, mais dans le style de jeu, tu vois, on a quand même vu des choses assez intéressantes assez vite, notamment offensivement, même si, bon, bah, au-delà du fait que l'expérience Kobe White à la main n'a pas été extra, l'expérience Wendell Carter avec des ballons tête de raquette n'a pas été extra, mais collectivement, on a vu pas mal de bonnes choses au début. Euh, il y a eu des matchs. Un des matchs intéressants du début de saison, c'est à Portland, début janvier, où on a une vingtaine de points de retard. On rattrape ce retard et on gagne le match à Portland, ce qui est quand même pas rien. Derrière ça, le reste du trip à l'ouest, on joue les yeux dans les yeux avec les Lakers et les Clippers, en montrant de très bonnes choses. Donc il y a eu cette espèce de montée en puissance, prise de conscience qu'on avait un potentiel pour faire quelque chose. Mais après, on a manqué de régularité et ça s'est affiché tout au long de la saison. Et défensivement aussi, parce qu'on a beaucoup changé de système. C'est-à-dire qu'en début de saison, on a eu une tactique où, pas volontairement, mais en tout cas, on laissait un petit peu les 3 points adverses ouverts. Et on en a pris toute une pluie. On se faisait défoncer à 3 points tous les soirs. Donc on s'est dit, ok, bon, ben, on va adapter notre défense et ressortir sur les 3 points. Sauf que du coup, en faisant ça, avec des joueurs qui sortaient plus, bah, ça libérait des espaces intérieurs. Et à ce moment-là, bon, on s'est pris énormément de points inside. En février, je crois qu'il y a
presque pas un match où on prenait pas au moins 50 points dans notre raquette et les intérieurs adverses faisaient leur record en carrière face à nous à l'intérieur. Vucevic notamment, hein, avant qu'il vienne chez nous, il nous a défoncé. Joel Embiid qui met 50 points face à nous, c'était son record en carrière. Et puis même des joueurs moins illustres comme Ouais, Tony Bron Bradley. à OKC qui nous a défoncé. Euh, On a eu Tony donc Bradley de Utah, on a eu Richon Holmes de Sean Sacramento. Holmes aussi, ouais, Ouais. ouais, ouais. Tous Mm. les intérieurs Ouais. adverses, ils jouaient contre nous. Tu vois, ils se lâchaient les babines comme le gif avec Glenn Davis, tu sais, il était là, nam, 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 Euh, et boum, Ah, d'ailleurs, il j'ai dit une connerie. s'éclatait Tony face à Bradley, nous. c'est Philippe Philly. Oui, oui, Ouais, exact. pardon. Ancien de Mais, mais, Utah, mais mais bref, Philly. oui, oui, voilà, le principe reste le même. On se faisait défoncer à l'intérieur, peu importe qui était face à nous, que ce soit un All-Star ou un illustre inconnu, le mec il sortait des super stats contre nous. Et, euh, Et ensuite, il y a eu les trades. Où tu sentais en fait un petit peu avant les trades que moralement, mentalement, l'équipe était un peu touchée. Il y avait quelques défaites, et notamment celle juste avant le trade contre Cleveland à domicile. Tu te dis, putain, c'est pas possible, quoi. Et les mecs, ils y sont plus du tout. Et après, avec les trades, bah, ça a redonné un peu de baume au cœur à tout le monde. Le problème, c'est que bah, derrière, t'enchaînes 9 déplacements en 10 matchs, pas d'entraînement. Et quand tu peux un peu faire des entraînements, Zach Lavine est en protocole Covid, donc tu vois, au niveau du timing, ça s'est mal goupillé. Mais quand on a pu avoir Lavine plus Vucevic ensemble et qui ont créé des automatismes et qu'on a eu des entraînements où on a pu mettre des choses en place défensivement, il y a des choses, il y a vraiment des choses qui se mettent en place et qui te font dire, ok, cette saison, bon bah ça a pas été top, mais il y a une montée en puissance et pour l'an prochain, il y a moyen, tu vois, d'être beaucoup plus optimiste et de viser plus haut, quoi. Il y a des bases qui sont posées pour te dire que voilà, l'an prochain, ça peut décoller un peu plus quand même. Ouais, globalement, je te suis sur quasiment tous les points. Je vais rebondir là sur des petites choses que t'as dit hyper pertinentes. Euh, Effectivement, il y a eu des expériences plus ou moins ratées avec effectivement, Kobe White, Wendell, etc. Des choses qui ont été changées. On rappelle qu'il n'y a pas eu de préparation pour les joueurs et avec le staff, donc tout s'est fait vraiment à l'arrache en mode tiens, ouais, on peut tenter ça et on le tente. Tu parles de la défense, on sait que en NBA, les équipes font souvent des choix, hein. On a l'exemple de Milwaukee, par exemple, qui laisse tous les tirs à 3 points pour tout focus à l'intérieur. D'autres équipes font le choix inverse. Nous, on avait fait finalement, comme tu disais, ce choix enfin, de protéger les tirs extérieurs, sauf que comme on faisait vraiment zéro effort sur la défense du pick and roll, ben derrière, on était tout le temps en surnombre, et donc tu avais l'impression que Wendell Carter Jr., tout le monde disait il défend pas, bah ouais, mais il était tout le temps à 2 contre 1. Donc ça a été mis en place au fur et à mesure. Quand tu parles d'entraînement collectif et d'ajustement, on l'a vu, nous on l'a répété dans ce podcast, et toi tu l'as fait dans tes articles, et moi je l'ai fait sur Twitter tout le long de la saison, c'est regardons la régularité, que ce soit des victoires ou des défaites, regardons si l'équipe elle applique la même chose pendant plusieurs matchs avec efficacité. Et quand on a une défense après entraînement collectif sur pick and roll avec une rotation qui vient aider sous le panier depuis le côté faible du ballon, ou quand on va faire des prises à deux sur les corners, quand on est en fin de protection, etc. Ça, c'est des choses qui ne, comment dire, qui ne mentent pas et qui font que, effectivement, on est optimiste pour Billy Donovan et pour la suite des choses parce qu'on a des bases de poser, comme tu le dis, avec de la régularité, de la cohérence et un personnel sur le terrain qui répondra à ce qu'on essaye de mettre en place. Donc, pour Non, mais c'est l'instant, ça, c'est ça. Je pense qu'avec un vrai été où tout le monde pourra, tu vois, créer des automatismes, une vraie pré-saison qui va durer quasiment un mois, un vrai été pour Pat Williams qui aura une Summer League. Ouais, ouais, il y a clairement moyen de viser bien plus haut dès l'année prochaine. c'est évident. Et puis, comme tu le dis, on perd des matchs très serrés. On rappelle qu'au début de saison, les Bulls sont l'équipe qui perd le plus de matchs à moins de 3 possessions sur des moments clés. Alors oui, en plus de ça, on a une équipe. Moi, je me suis tué toute la saison à dire qui provoque pas de lancer franc, et donc sur des fins de match serrées, bah Ouais. quand t'as besoin d'un panier facile, d'une faute, tu la trouves pas. En plus, t'as un arbitrage qui, bon, voilà, on va pas revenir dessus, mais trop longtemps, mais on n'a pas une réputation. Et comme on n'a pas de réputation, bon, on a eu des calls dramatiques, enfin vraiment
pas Ah avantageux oui, pour oui. nous, et donc il y a plusieurs matchs qui tournent là-dessus. Tu parles des matchs contre les Clippers, les Lakers, bon bah entre autres, le match contre, on en parlait, Portland, Portland. pas celui où on Portland à revient, mais domicile, quoi. celui, Quand il donne voilà, l'entre-deux, l'entre-deux, alors que l'autre, il est agrippé qui se fait par les bras, arracher. mais Ouais, bon. Gary Trent Euh, qui arrache le bras, et avec non Rodney Hood, hein, qui arrache le bras, et on nous dit entre deux. Bon bah voilà, ça va être des points. Comment est-ce qu'on fait pour gagner? Comme tu le dis, c'est des jeunes qui sortent d'université et on les a habitués à perdre. Comment est-ce qu'on fait pour gagner des matchs clés et en ayant des points à haut pourcentage, quoi, et des choses, voilà, qui peuvent se mettre en place. Bah c'est ça, parce que en plus Billy Donovan l'a dit plusieurs fois dans la saison. Enfin, il l'a pas dit exactement comme ça, mais tu vois, il disait euh, c'est des mecs, ils savent pas comment gagner parce que personne ne leur a appris à faire ça. Parce qu'en gros, on cherchait pas forcément à gagner les années d'avant. Je me rappelle une fois dans une interview d'après-match, il disait aux journalistes, je peux même pas vous expliquer le nombre de fois tous les jours où on doit leur dire ça, faut faire comme ça et ça. Tu vois, tout leur expliquer, mais pratiquement de A à Z, comme s'il fallait les former en fait. Quand t'as, alors pas tous les joueurs, mais quand t'as un groupe de 17 joueurs et t'en as plus de la moitié comme ça, c'est fastidieux, hein. Faut s'y mettre tous les jours. Donc le coaching staff a fait un gros boulot sur ça, ne serait-ce que sur le plan mental aussi, pour que les mecs se disent bon, là on n'est plus dans le mode c'est pas grave si on perd parce que bah voilà, tu vois. Là maintenant, faut quand même qu'on passe à autre chose. Donc ça s'enclenche pas comme ça du jour au lendemain. Tu sais, t'as pas un mode switch on, switch off. Ouais, Donc voilà, et ça même prend du temps, c'est du boulot, quoi. les vétérans le disaient, sa décision disait, avec ce nouveau front office, on va en parler après, mais on sait qu'ils veulent gagner. L'an dernier, donc sa décision dit l'an dernier quand j'allais voir Forman et Paxson et je leur dis qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, est-ce que c'est on développe des jeunes et du coup on vise la draft ou est-ce qu'on essaie d'être sérieux ou pas? Le front office dit oh on sait pas, un peu des deux, un peu des deux. Et donc Ouais, lui, voilà. même en tant que vétéran, il savait pas où se mettre et quels conseils et comment jouer et tout ça. Mm. Là, maintenant, tu as une direction de prise pour que tout le monde soit d'accord sur qu'il y a un seul objectif, c'est gagner des matchs maintenant. Donc, quand tu penses que Teddy Husang, il disait, il considérait prendre sa retraite tellement la saison dernière était dégueulasse Hmm. et au niveau des résultats, mais au sein du club, parce que personne ne savait quoi faire, tu sais. Donc, Et nous, les quand premiers, tu on vois la voulait saison qu'il derrière s'en qu'il aille. fait, Hein. tu sens la renaissance, quoi. C'est ça, parce que nous, l'an dernier, enfin, moi, le premier, hein, il y a une culture de l'instant, mais c'était vraiment horrible. Et quand je voyais cette vision, j'étais en mode, bon, bah, il est en vacances, il s'en branle, il fait n'importe quoi, il prend 40 touches à 3 points, il tente des drives n'importe comment. Et j'ai été beaucoup tombé sur le joueur pour son attitude. Maintenant, ça reste un être humain dans un boulot. Et quand dans Mm. ton boulot, bah, ta hiérarchie, elle est pas claire avec toi, ton organisation, tu sais pas ce que tu dois faire là, tu sais pas enfin, quand t'es en mal-être et tout ça, c'est difficile d'évoluer. Et, Ah, mais totalement. et c'est pour ça aussi on rappelait qu'on était une des équipes les plus jeunes de toute la NBA et Ouais. qu'en NBA, tu gagnes pas avec 5 mecs contre un rookie dans ton 5 majeur, même s'ils ont du potentiel. Il n'y a pas une seule équipe qui le fait. Et là, on voit les équipes qui vont en playoff. Qu'est-ce qui s'est passé à New York? Bah, New York, dans leurs 5 majeurs, eh ben, c'est pas des rookies, quoi. C'est Elfrid Payton, ça, c'est pas le plus talentueux, mais c'est pas un rookie. Reggie Bullock, c'est pas un rookie. Julius Randle, c'est plus un rookie. Le pivot titulaire, c'est pas Mitch Robinson, c'est Nerlens Noel, enfin, celui qui joue le plus, et c'est pas un rookie non plus, et il n'y a pas de surprise. Il faut de l'expérience, il faut des vétérans. Le talent, c'est bien, mais trop de talent, c'est néfaste. Des rookies, et surtout, tu regardes notre 5 de départ du début de saison, et on en avait parlé d'ailleurs dans le podcast, ils ont tous fait une seule année universitaire. Donc on avait White, Lavin, Patrick Williams, Mark Cannon et Wendell en début de saison. Ils ont tous fait une seule année universitaire, donc forcément il manque beaucoup de choses en termes de formation au basket, quoi. Là, quand tu vois qu'en NBA, les mecs, alors pas forcément nous, hein, mais en général, hein, je parle, que quand il y a une zone, une simple zone 2-3, et que les gars, ils savent pas comment attaquer une zone et qu'ils savent pas que le point faible, c'est de mettre un mec au milieu, et quand on leur dit faut aller au milieu, ils font ah bon? C'est Kevin Séraphin qui passait dans une émission de First Team et qui racontait que quand il était au Wizard, il disait faut aller au milieu de la zone et que les mecs disaient ah bon, faut faire ça, t'es sûr? Parce qu'ils connaissent pas et c'est dramatique quoi. Ah ouais, mais c'est ça, hein.
d'avoir aucune formation basket à ce niveau-là. Enfin, Hmm. il y a un manque clairement en NBA de QI basket et de formation parce que les gars ne rentrent plus et qu'effectivement drafter un junior ou un senior, c'est pas comme drafter un freshman et que y a des équipes qui s'en sortent bien mieux comme ça. Ouais, totalement. Ouais, c'est clair. Du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu, je pense on a parlé du bilan, de ce qui a changé, un petit peu des moments clés, comme tu l'as dit, avec des matchs et des tournures qui ont été un peu décisives, positivement ou négativement dans notre saison. On va essayer de se projeter un peu sur le futur. On va commencer peut-être par des projections individuelles sur certains joueurs. Qu'est-ce qu'on va attendre de certains joueurs? Quels axes ils doivent développer physiquement, tactiquement, mentalement? Est-ce qu'il y a un nom qui te vient en tête là tout de suite? Bah, je pense que celui qui se distingue, parce que déjà d'une, il y a de très grandes chances qu'ils soient encore là l'an prochain, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bah, c'est Patrick Williams, tout simplement. Parce que il risque d'y avoir pas mal de mouvements cet été, on sait pas qui va rester, qui va, mais enfin, Patrick Williams a de grandes chances d'être encore là quand même. Donc, à moins d'un séisme, hein, mais oui, c'est clair que, oui, oui, je pense aussi, hein, oui, oui, il y a clairement, je pense que c'est celui pour qui l'été va être, très, très, très important, quoi, clairement. Alors t'attends quoi chez Patrick Williams exactement? Parce qu'on peut revenir vite fait sur ses déclarations, en tout cas sur Ouais, des vas-y. déclarations rapportées. Là où on a eu des grosses conférences de post-season et Saddiq Young par exemple, encore lui a été longuement interrogé et beaucoup d'analystes lui ont posé des questions sur Patrick Williams parce qu'on sait que les deux ont une relation assez proche, hein, qu'il l'a pris sous son aile dès le début et Tad raconte que Patrick Williams est allé le voir, il lui a dit écoute, qu'est-ce que je dois faire pour être plus fort? Et Tad Young lui dit en fait, faut que tu sois un tueur, que quand Kobe, White et Zach Lavine sont pas là, que tu prennes les responsabilités, que quand t'as un mismatch, c'est pas moi ou meneur de jeu ou mec qui a la balle de te dire il y a un mismatch, tiens je te l'envoie, mais toi tu dis ok j'ai un mismatch, je prends le ballon et je vais marquer. Ce à quoi Patrick Williams répond moi je veux être le meilleur. Ça c'est déjà c'est positif et ça nous change de peut-être Laurie Markkanen. Et Patrick Williams dit j'ai tous les outils physiques, athlétiques et en skills et tactiques pour devenir un grand de cette ligue, donc je veux être le plus grand joueur possible. Ah oui, mais enfin, je pense qu'on l'a vu cette saison, que Patrick Williams, il a effectivement énormément d'outils à sa disposition. Quand tu vois physiquement, quand tu vois par rapport à sa taille, son envergure, son physique, je veux dire, il est quand même déjà très, très tanké pour un gamin de 19 ans. Euh, il y a beaucoup ouais, il y a beaucoup de choses comme ça très intéressantes pour lui. Et ouais, en fait, c'est une approche au quotidien, c'est cette habitude du professionnalisme, parce qu'il y a eu aussi les histoires où comme quoi il a dû apprendre à prendre son petit-déj le matin, tu sais, parce qu'il le faisait absolument pas avant. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça, des habitudes à apprendre, faire la sieste au bon moment, etc. Les habitudes alimentaires, ce qu'on appelle le fameux travail invisible, tu sais, dans beaucoup de sports. Ouais, juste une attitude professionnelle au quotidien, quoi. Et après, sur le parquet, ça viendra peut-être plus naturellement, mais voilà, autour, tu vois, hors match, faire tous les petits trucs, prendre les habitudes, etc. pour justement se donner toutes les chances, une fois sur le parquet, de Et pouvoir je, et je, performer tous les soirs, quoi. je Et pas rebondis juste un là-dessus soir de temps en justement. temps, quoi. Ouais, bien sûr. Je rebondis là-dessus justement. Normalement, on sait que pendant l'été, ils ont beaucoup de séminaires et de stages hein, organisés par la NBA sur avec des nutritionnistes ou encore une fois comment gérer son argent, comment gérer ses déplacements. Les clubs sont très vigilants là-dessus. Voilà, Le encore une staff fois, des choses de qui ont pas pu se faire cette saison, vu que voilà, exactement. ils ont été draftés, 10 jours après, ils étaient au training camp, il n'y avait pas de Summer League, etc. Donc ouais, là, avec un vrai été pour mettre tout ça en place, ce sera beaucoup plus pratique pour lui. C'est clair, et on sait pour le côté hygiène de vie et tout que Donovan est très exigeant dessus et qu'il y a beaucoup de mecs qui ont été engagés, on en parlait en début de saison, sur l'agrandissement du staff et notamment du développement des joueurs et tout. Beaucoup de mecs ont été engagés dans ce sens-là pour mieux gérer la vie et aider les joueurs à être les meilleurs professionnels possibles.
Oh oui, c'est clair, ils ont mis beaucoup de choses en place à ce niveau-là, oui, c'est clair. Mais ça, On ça a va été, pas. ça a été un truc qu'ils ont dit dès le début. Je crois que dès la première interview, Karnišovas, il a dit on va mettre les joueurs au centre du truc, quoi. On va tout faire pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles, quoi. Ah bah, Donc, pour et gagner un match depuis, de ben, basket, c'est clair que vaut mieux que tes joueurs soient au centre, hein. ah bah totalement, oui. Mais c'était Ouais, pas le cas avant, donc tu vois, c'est ouais, quand même un gros changement pour les Bulls. c'est sûr. On passe dans le côté jeu de Patrick Williams. Je vais Ouais. lancer vite fait. Mhm. On sait que la promesse de vente quand il sort de Florida State, c'est qu'il a un passé de meneur de jeu au lycée et que Karnišovas, pardon, et Eversley, quand ils le draftent, ils espèrent in fine avoir un ailier qui peut passer, shooter et dribbler. Et donc cette année, on a vu Patrick Williams shooter. Alors avec hésitation, on a dit du mental, mais quand même avec 39% à 3 points catch and shoot, pardon, catch and shoot et plus de 40% sur le global. On a vu Patrick Williams faire des bonnes passes de temps en temps. On a vu Patrick Williams loin du ballon. Maintenant, on va attendre Patrick Williams avec la balle en main. Oui, voilà, et de manière plus régulière, parce qu'il y a plein de fois où, voilà, bah, ne serait-ce que l'exemple de Ted Wilson quand il dit, voilà, quand t'as ton mismatch, voilà, prends-le et défonce ton gars, quoi. Ne serait-ce que ça, et puis ouais, juste, voilà, être régulièrement. En fait, des fois, t'as l'impression qu'il est pas là, tu vois, qu'il est pas concentré, qu'il réalise pas que, tiens, je pourrais faire ça, quoi. Je pourrais prendre la balle et partir au cercle et défoncer mon gars en un contre un parce que je suis capable de le faire. Mais t'as l'impression que des fois il se dit ouais, mais non, tu vois, ce coup-ci, je préfère passer la balle. Parce que ouais, souvent il a utilisé c'est pas vraiment une excuse, mais enfin, tout dépend comment tu veux le prendre. Mais il disait plein de fois, oui, là, je prends pas le shoot parce que je veux faire le bon play au bon moment. Et pour moi, le bon play à ce moment-là, c'est de passer la balle. Ouais, mais pas, des fois, fais-toi violence. Et en fait, en gros, ce qu'il faudrait, tu vois, c'est comme Garrett Temple l'a dit dès le début de saison, c'est go crazy, Pat, tu vois, prends la balle et vas-y, quoi. T'as l'impression qu'il faut juste qu'il se lâche mentalement, qu'il se libère et qu'il y aille, quoi. Et je pense qu'il y a eu un côté, parce qu'on a vu, hein, et le staff en est conscient, il y a eu en moyenne 2 plays par match où on l'a laissé driver balle en main, jouer Ouais. une ISO ou en tout cas un drive, ligne de fond ou un pick and roll parfois, 2, 3 plays comme ça, et souvent pour l'instant, il se fait strip la balle, quoi. Il se fait intercepter, il se la fait prendre sur son drive, il la protège pas très bien, le dribble est assez haut, donc voilà, on sent que c'est un axe de développement et que ça va se travailler là sur les 5 derniers matchs, enfin, en tout cas sur les 3, 4 derniers matchs quand on a vu, on savait que c'était quasiment mort pour nous et que Lavine et Vucevic étaient absents et tout. On a eu plusieurs séquences. Je me suis dit bon bah ok, il y a de l'optimisme. Je retrouve le gars qui peut se lâcher au cercle et ça va le faire quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est une question de régularité dans l'approche et dans l'effort. Ouais, et puis tactiquement ça va se mettre en place. On sait aussi en NBA que l'année clé pour les ailiers qui posent le ballon, c'est la 3e année. Je te parlais Jalen Brown qui explose à ce moment-là, Jimmy Butler et tout ça. Donc voilà, c'est un travail de longue durée qui va porter ses fruits au fur et à mesure. 3e année, je pense que c'est. Moi j'ai annoncé, 3e année, il est All-Star MIP, Patrick Williams. C'est une hot take comme ça, mais et c'est le moment où les joueurs, les ailiers porteurs de balles montrent tout leur potentiel. Et on rappelle aussi que si offensivement parlant, il est en développement, défensivement, par contre, il nous a régalé toute l'année. Ah oui, ça, par contre, oui, défensivement, bah c'est c'est le profil qu'on attendait. On savait que c'était là qu'il allait avoir le plus d'impact d'entrée de jeu. Et mais à ce point-là, c'est vrai ouais, que quand tu vois que le staff n'hésite pas à le mettre sur la méga star adverse, que ce soit Giannis, que ce soit LeBron, que ce soit Doncic ou quoi, ok, pas de problème, vas-y mon gars. Et ouais, ouais, donc grosse confiance de la part du staff pour lui. Et il a montré de très très bonnes choses à ce niveau parce que voilà, il a ce comment dire, ce mix où il est capable de tenir les gars qui drive parce il est costaud, il est puissant, il a des longs bras et de l'envergure, mais aussi il a le, ouais, la vitesse de pied et aussi le coffre
pour tenir ces gars-là si s'ils arrivent à aller jusqu'au cercle, quoi. Ouais, les hanches tournent très bien. Alors, quand on fait tu sais, de l'analyse de jeu, on regarde la rotation des hanches pour les mecs un peu grands, ça tourne très très bien. Latéralement, les pieds bougent très bien. Il a un bon timing. Effectivement, il utilise la longueur de ses bras. Il s'est orienté pour amener jusqu'au panier et ensuite fermer. Surtout que maintenant, on a une aide défensive qui vient. Donc, quand il l'amène un plus petit jusqu'au panier, on sait qu'à derrière, ils vont fermer à deux. Vucevic le fait pas trop mal. C'est pas un gros défenseur. C'est pas un gros contrat, mais c'est quand même un gros gabarit. Et donc, quand tu arrives dessus au panier, que tu as Williams et Vucevic sur toi, c'est un peu chiant pour marquer. Donc, C'est sûr. voilà, il a cette intelligence-là. Lui, dans sa déclaration, il met une troisième chose en avant, c'est le jeu sans ballon, notamment donc les cuts et les écrans. Il veut poser des meilleurs écrans. C'est vrai que j'étais un peu frustré cette année de voir très peu de pick and roll Patrick Williams en tant que poseur d'écran et rouler au cercle derrière. Ouais, il était très très peu impliqué à ce niveau-là. Il était plus mets-toi dans le corner et puis si la balle arrive vers toi, prends un 3 points dans le corner. C'était un peu plus ça. Ouais, exactement. Et toi, tu me disais que sur les Mais cuts, juste un truc t'attendais un vite peu fait, tiens, je veux plus. revenir sur tu dis Vucevic pas super défenseur. Euh, le truc c'est que ouais, ok, il est pas forcément très très rapide par rapport à son gabarit ou quoi. C'est pas le meilleur défenseur en un contre un, mais par contre sur les aides défensives, il sait où être placé, tu vois, au niveau de, sait quand faire les interventions, etc. Donc c'est pas un défenseur de génie, mais il a quand même en fait, sur certaines Il choses, est il est capable de rigoureux. s'en sortir quand même. Ouais, il est rigoureux. Bah, parce qu'après, il y a eu une grosse variation entre le moment où on a fait Ah, je pick t'entends and plus du roll où tout. tu. Ah, excuse-moi. Est-ce que là tu m'entends bien? Allô? Est-ce que là tu m'entends? Ah, là c'est bon. Ouais, ok. Ouais, excuse-moi, on fera un petit montage là-dessus. Donc ouais, Mhm. il est rigoureux, Vucevic. C'est-à-dire que c'est sur pick and roll, on a fait aussi des changements. C'est qu'au début, on lui disait tu te débrouilles tout seul. Ensuite, on a plus orienté et lui, on lui a dit tu viens juste mettre ton corps et ton grand gabarit te permet aussi de contester des choses. Ce que fait par exemple Valanciunas très bien à Memphis aussi, c'est comment utiliser les gros corps pour que tu aies le moins de pas à faire, le moins de mobilité à mettre en place et juste que tu sois vertical et bien placé pour contester. C'est ça. Donc voilà, ça c'était pour bon pas Patrick Williams et puis on a fait une petite parenthèse Vucevic qui était hyper pas mal, mais d'ailleurs on peut enchaîner sur Vucevic. Est-ce que cet été tu vas attendre un petit peu de choses pour lui dans son jeu individuel? Euh, Dans son jeu individuel, pas forcément, non, parce que bon, c'est C'est un déjà vétéran déjà. un joueur très très accompli, hein, c'est quand même un double All-Star. Et puis on a vu que voilà, il avait déjà énormément apporté. Tu vois, quand il est balle en main, il est capable d'exécuter de super post-up, soit pour défoncer son gars en un contre un, soit pour ressortir la balle. Et en plus, ce qui est très bien avec lui, c'est que il a aucun problème avec le fait de ressortir la balle. Tu vois, pour lui, c'est pas un souci. Parce qu'il a envie de le faire, quoi. Tu vois, s'il voit que quelqu'un a un meilleur shoot, et d'ailleurs Kobe White en a énormément bénéficié sur le dernier mois de la saison régulière, avec énormément de catch and shoot où il est tout seul à 3 points, parce que voilà, Vucevic attire la prise à deux, et tu vois, Vucevic, lui, tu vois, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui se disent, tiens, les mecs ils me font des prises à deux, mais je vais prendre le shoot quand même, parce que bah, je suis la star, je dois prendre les shoots. Vucevic, il s'en bat les couilles. Tu fais la prise à deux? Ok, gars, ça veut dire que j'ai un gars démarqué, je vais la ressortir là-bas, il n'y a pas de problème. Il est très très collectif, donc euh, quelle progression? Je sais pas. En termes de jeu, je vois pas trop. En termes de jeu individuel, qu'est-ce qui peut progresser? Bah, c'est déjà un magnifique shooter à 3 points. Il a une super intelligence de jeu. Il s'adapte aux situations. Juste qu'il continue comme ça, en fait, hein. Après, bon, bah, tu peux toujours faire des progrès défensivement ou quoi, ou peut-être dans le, Enfoncer plus le cercle. Moi j'ai ça, tu ouais, vois. ouais. Mais bon, c'est pas Mais son bon, style après, mais qu'il non, c'est enfonce pas un trop peu son style. plus. Allez, tu vois que quand il a un post-up et tout, bon bah voilà, qui donne un petit coup de fesse là, qui me le recule un peu plus, peut-être qu'il fasse tomber une petite faute. Allez, je suis chiant, mais allez, une petite faute de plus par match, ce serait pas Allez mal. provoquer un peu plus de lancers francs, peut-être, Ouais, ouais, pourquoi voilà. pas. Ouais, ça peut être, ouais. Est-ce que t'as un autre joueur où tu vas attendre du développement? Parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes du coup. Bah, Kobe White.
Ouais. Kobe T'attends White quoi chez Kobe White? dans sa lecture du jeu en fait, dans tout ce qui est ah tiens on fait prise à deux sur moi, comment m'en sortir, comment tu vois à quel moment faire la passe, comment la faire pour être sûr qu'elle soit pas interceptée, ne pas paniquer déjà parce que des fois il se prend des prises à deux à 10 mètres et tu as l'impression qu'il sait plus où il est. Donc ouais, juste gestion des événements, lecture du jeu, tu vois, plus que vraiment un skill genre un dribble ou quoi, quoi. Ouais, parce qu'en termes de handle, il est déjà très très bon. On a vu un White qui, en début de saison, il commence, il est coup-ci, coup-ça. Alors, Ouais. le fait de porter la balle, et effectivement, quand il se prenait des presses tout-terrain, on se rappelle de TJ McConnell qui lui met la misère, entre autres, Ouais, mais il TJ a un peu McConnell, il met la paniqué. misère à tout le monde à ce niveau-là, donc c'est pas C'est le spécialement Kobe meilleur White non intercepteur plus. de la ligue. Ouais, Non, ou mais il deuxième est meilleur super intercepteur bon. de la ligue. Très très fort, ouais. Très très bon. Un peu style Diacono et tout. Voilà, vraiment petite teigne et tout. Mais voilà, il avait pas niqué. On l'a sorti du 5 majeur et c'est un joueur qui fonctionne à la confiance et il a vraiment fait un très mauvais passage au milieu de la saison. Et fin de saison, on Ouais, le réintègre dans le 5 majeur parce que Zach est absent, puis avec Zach. Et c'est quand même beaucoup mieux. Alors lui, il met en avant le travail fait par Mochix, entre autres, sur la lecture du jeu. Euh, on est sur du développement, mais on comprend quand même ce qui se dit, à ce qu'on voit que il aura moins de responsabilités balle en main en tant oui, oui. qu'initiateur de jeu principal dans l'année prochaine et les années suivantes. Oui, oui, parce que même en perdant un peu moins de ballons sur les derniers matchs, là où il a le plus brillé, c'est quand, voilà, comme je disais, quand Vucevic attire les prises à deux sous le cercle et qu'il lui ressort la balle et Kobe en catch and shoot, il a mis, enfin, j'ai pas les chiffres, mais je crois que sur le dernier mois, au niveau de l'adresse à trois points, il a été vraiment très très performant. Donc, Là, ça oui, marche bien comme relation. c'est là qu'il a le plus brillé, oui, c'est clair. Et du coup, ça lui a ouvert des espaces parce qu'après, on l'a vu partir en dribble et il commence à un peu mieux maîtriser cette allonge là pour partir sur un long lay-up derrière et bien finir. C'est Donc, ça. et il y a eu des progrès. En attaque, bon bah voilà, on en a parlé. Maintenant, je vais attendre des efforts défensifs. Je pense Si, qu'au niveau de sa finition au cercle, quand même, il y aurait des trucs un petit peu ouais, c'est mieux quand même. à travailler. Oui, c'est mieux, mais enfin, c'est pas encore non plus extraordinaire, quoi. Donc, je Non, pense que là aussi, il y a encore moyen d'améliorer ça grandement, quoi. sur la protection de balle, mais c'est encore pareil. Hein, c'est un mec qui va pas avoir de lancer. Ouais, Bon, après, il se fait pas mal sabrer. Il pourrait avoir plus de fautes, mais il en provoque pas non plus tant que ça. Et comme du coup, tu peux le contrer et qu'il va pas rentrer dans ton corps, il va plus dans l'éloignement. Tu vas avoir des problèmes de finition. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive de mieux en mieux à finir avec les deux mains, ce qui lui permet quand oui. même d'avoir une belle variation. Il a claqué Euh, quelques dunks bien fat, là, hein, Ouf, sur les dernières ouf. semaines, hein. Ouais, il en a lâché un, là, je l'ai en tête. Ouf! En transition, Ouais. Contre magnifique. Toronto, C'est ça. Ouf! Il faisait mal, celui-là. Il était très, très, très joli. Mais ouais. ouais, je te dis, moi, c'est défensivement que je vais l'attendre. Alors, Ah oui. il devrait plus être dans le 5 majeur avec Zach Lavine. D'accord. Par contre, il va y avoir des séquences où il va être avec Zach Lavine. Immanquablement, je pense, parce que si on le garde en sortie de banc, c'est quand même pour lui donner un temps de jeu assez conséquent vu le talent du mec. Et il va falloir juste, voilà, sur le pick and roll, sur le travail ils le disent, hein, le coverage du pick and roll, va Ouais. falloir taffer, quoi. Et arrêter de laisser passer ton gars systématiquement. Mais je pense qu'en sortie de banc, si tu le mets avec Troy Brown, ça équilibre déjà pas mal ton backcourt quand avec tes remplaçants quand même. Ouais, c'est sûr, si Parce Trebron que Troy joue Brown, c'est deux, vraiment un gars qui m'a bien plu sur cette fin de saison. C'est dommage qu'il soit blessé et qu'on l'ait pas revu. Mais hmm. depuis son arrivée, j'ai beaucoup aimé ce profil. Ouais, incroyable, super joueur. Alors on sait pas encore s'il jouera 2, s'il jouera 3, s'il jouera 2-3. Si jamais le renfort ne vient pas à la main, côté Fred Johnson avait parlé, si je t'avais raconté mon hypothèse de Demar DeRozan par exemple. Ouais, ouais. Bon bah Troy Brown ça peut être un mec que tu fous dans un 5 majeur en position de meneur entre guillemets. Donc ouais, c'est un gars qu'on va attendre aussi. Troy Brown, sachant qu'il a un passé de meneur de jeu, ça peut être un élément important de la Après, rotation, dans Monsieur cette Troy Brown. configuration-là, c'est aussi souvent Lavigne qui va remonter le ballon et mettre les choses en place. Donc, Ouais, et puis on passe beaucoup par le poste bas, hein. Donc t'as ouais. pas besoin d'avoir un porteur de balle meneur peut-être classique qui va beaucoup mettre en place puisque notre jeu va être balle en bas, prise à deux, on ressort sur des shooters et puis du pick and roll. Donc et globalement ça va passer comme ça et du cut aussi ligne de fond.
Ouais, tout Euh, dépend si on a mis cette manière de jouer en place parce que on n'a pas de véritable meneur de grand calibre, ou ouais, si on veut prendre un meneur de grand calibre, et à ce moment-là, il faudra adapter notre attaque et jouer différemment. oui, bien sûr. Mais de toute façon, je pense que tu fais toujours fonction de ton personnel et qu'on Oui, a oui. un coach qui a eu différents types de meneurs, qui a joué à Florida avec un jeu qui passait beaucoup par l'intérieur et pas de très grands meneurs, même s'il avait quelques noms universitaires, mais voilà. Ensuite, il a eu Russell Westbrook. Ensuite, il a eu Shai Gilgeous-Alexander. Donc voilà, il a évolué avec différents types de personnels et je pense que Avec Chris Paul aussi. écrire entre autres, ouais, pardon, effectivement, Ouais, juste ça, Chris ça Paul, aide. tu sais. Ouais, ça aide. C'est Le pas mec mal. de la pub de State Farm, c'est ça? Ouais, ouais. L'acteur là. Ouais, l'acteur, d'accord, c'est ça. Ok. Le disrespect total. Non, non, pardon, my bad, Chris Paul, évidemment. Euh, un petit dernier joueur que tu as envie de citer sur son développement? Bah, le truc, c'est que les autres, je sais pas s'ils vont être là ou pas, donc c'est un petit peu On fait, compliqué de se projeter. on, on fait une Markkanen, je parenthèse pense rapide pas sur qu'il Zach. sera là, j'espère pas qu'il sera là. D'ailleurs, c'est son Ouais. anniversaire, joyeux anniversaire, Markkanen. Happy birthday and bye. Mais happy birthday quand même. Euh, Zach Lavine, après, petite parenthèse. Qu'est-ce que oui, Zach, vas-y. il est méga fort. Est-ce qu'il peut Oui. devenir méga fort plus? Parce qu'on sait que c'est un gros travailleur. Qu'est-ce que Zach Lavine va développer cet été, à ton avis? Parce que là, il va reprendre le travail très tôt, hein. Il a déjà dit, moi je pars en camp, je prends Kobe et Pat avec moi et on y va les gars. Oh oui, bah, de toute façon, Zach, c'est quelqu'un qui adore ça en plus, tu vois, il adore s'imposer des séances physiques ultra costauds. Euh, ouais, il va couper quelques jours, mais là, il va s'y remettre rapidement. En plus, chez lui, à Seattle, il a tout ce qu'il faut. Donc, bah, défensivement, hein, tout simplement, parce que il est déjà ultra affûté physiquement. Euh, il bosse toujours sur son conditioning, tu sais, sur comment on a, putain, j'ai pas le mot en français, c'est fou ça. Ouais, moi, Euh, continue que ça va, hein. Sur condition physique, sur son ouais, voilà, bah oui, conditions gestion des physiques, tout blessures. simplement. Hmm. Ouais, je pense que ce sera tout simplement dans défensivement, parce que bah, offensivement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de mieux que ce qu'il a fait cette année? Il a déjà été absolument monstrueux. Il peut shooter d'absolument partout. Il peut attaquer le cercle. Il a exécuté les pick and roll et tout. Ouais, peut-être parfois sa prise de décision sur des fins de match ou quoi, mais je pense que c'est surtout défensivement qu'il doit step up, quoi. Il a déjà fait un pas dans cette direction cette saison, mais ça doit être encore plus prononcé. Ouais, je suis d'accord. Défensivement, j'attends un petit peu, peut-être à la manière de Devin Booker, parce que c'est peut-être l'évolution de carrière qu'on va regarder, hein, aussi un peu, mais le choix de passe, évoluer un petit peu dans ton passing game en fonction de comment ton big rôle. On a vu que la relation Vucevic-Lavine, elle est pas trop en place pour le moment. Ça cafouille pas mal les passes et tout ça, donc faut développer ça. Et, euh, et puis aller encore, hein, ma rengaine, je sais plus comment on dit l'expression là, mais ma marmotte, je sais pas, ma marotte, La je sais plus marotte, rien, mais ouais, c'est ça. Allez, quelques fautes de plus, gagner un peu de respect dans cette ligue, quitte à faire comme tous les autres là, acteurs studio et te survendre un peu plus, mais fais-moi tomber quelques fautes. Mets-moi un peu plus de pression sur l'adversaire dans tes drives, ce qui te permettra en fin de match d'avoir encore plus d'espace. non, c'est ça, ouais. Aller obtenir le respect des arbitres. Ouais. Mais c'est vrai, Parce c'est que ce qu'on Devin avait Booker dit se jette par pratiquement dès terre. le début de saison, quoi. C'est ça. Parce que les autres, ils vont pas hésiter à se jeter par terre. Donc, Mm, Zach mm. Lavine, c'est un mec à chaque fois qui est en mode, il y a faute, il monte son bras, il gueule, mais il revient en défense. Et voilà. Les autres, ils pleurent, ils restent par terre, ils se prennent des fautes techniques. Peut-être que c'est un apprentissage à faire si ça te permet peut-être d'avoir des lancers supplémentaires là où tu te fais sabrer, parce qu'on rappelle qu'il se fait beaucoup sabrer, hein, Zach Lavine. Tu On m'étonnes. essaie d'être objectif un maximum. Moi, je trouve que ce qui se prend, c'est assez crade, hein. Mais bon. Ouais, il y a eu pas mal de matchs, ouais, où tu te dis, mais comment tu peux pas siffler faute là-dessus? Et pas que lui d'ailleurs, hein. Je crois que je sais plus quel match c'est, mais Daniel Tice, il met un Toujours Daniel panier à Tice. une main. Il y a un autre joueur, il lui fait pratiquement une clé de bras. Mais c'est Il contre, prend, il prend la balle à une main, il met le lay-up, il se retourne vers l'arbitre, il fait, oh, tu crois que j'ai fait exprès avec la main dans le dos, quoi. Tu sais, non, mais sans déconner. c'est Non, mais contre c'est Miami hallucinant. Oui, oui, et voilà, contre oui, oui. Oui, et il y a c'était Olynyk, non?
Ah non, non, Oh, non, il avait été tradé après. Je sais ouais, plus non, qui c'était, mais c'est ouais, contre Miami c'était et fou. il y a toujours pareil contre les Knicks, hein, ce match où il se fait arracher les bras par Julius Randle et il y a pas Oui, sur le dunk qui rate, il y a pas faute et derrière on se prend transition, RJ Barrett 3 points, on est exact. passé, on était en momentum, on allait revenir à égalité, on passe à -8 et voilà. Et les mecs, ils ont dit à la fin du match, bah en fait, on en avait ras le cul de se faire défoncer, et donc on a lâché le quatrième carton, on perd ce match clé pour la lutte du play-in. Merci beaucoup l'arbitrage. Bref, on a fait le tour des développements individuels. On va maintenant peut-être passer sur ce que le front office va pouvoir mettre en place cet été sur différents points. Il y a un gros boulot à faire. Il y a un Ouais. budget pas particulièrement extensible. Il y a une draft plutôt limitée. On explique ça, je t'en prie. Ouais, tu veux que je commence par quoi? Par la draft ou par Allez, les contrats en faisons cours? les contrats. Faisons les contrats parce que ça permettra après de parler de la draft derrière et justement du nombre de spots disponibles. Donc faisons les contrats d'abord. Ouais. Donc déjà, bah, on a actuellement 6 joueurs qui sont en contrat garanti pour l'année prochaine, qui sont donc Zach LaVine, Vucevic, Patrick Williams, Kobe White, Troy Brown et Alfaro Camino, qui n'a pas mis longtemps à prendre sa player option. Tu m'étonnes, 10 183 800 dollars pour cirer le banc des Bulls. Tout le monde la prend, hein, donc il est très gentil. Parenthèse, Donc ça fait, est-ce que Alfaro Camino ne peut pas jouer chez les Bulls? À ton avis, juste comme ça, je te hot take. Moi, je pense qu'il peut jouer un peu quand même. C'est un profil un peu intéressant si jamais il revient en condition physique. s'il est en condition physique, je pense que défensivement, il peut faire des choses, oui. Ouais, ça a quand même comment dire, le twinner, là, 3-4, un peu moderne, Ouais. Ceci qui étant, a entre ses son blessures. âge et le fait que bah, il a eu pas mal de grosses blessures Je dernièrement suis et tout, d'accord. Je suis d'accord. à 10 millions, c'est cher, mais après, je pense pas qu'il pourra être bien mieux qu'un 10, 11e gars de rotation grand max, quoi. Ok, Si d'accord. on l'avait eu Vas-y. il y a 4-5 ans, tu vois, en étant, ouais, en plus, comme j'ai dit quand il est arrivé, c'est un profil que j'aimais bien à l'époque, tu vois, quand je l'avais vu avec Portland notamment. Donc, ouais, mais c'est vrai que là, maintenant, c'est un peu plus difficile, ouais. Ok, ouais. Ouais, je te laisse reprendre. C'était juste la petite parenthèse Alfaro Camino parce que voilà, on parle souvent de ce contrat-là. On parle pas Ouais. trop souvent, pas souvent du joueur et quand on l'a récupéré, c'est vrai que je suis pas trop suivi Orlando cette année et je m'étais dit tiens yes Alfaro Camino c'est un mec que j'ai toujours bien aimé et oui on n'a pas eu le plus grand Aminou qui est cramé depuis quelques années paraîtrait-il. Ouais, voilà, ouais, grosse blessure, grosse opération, donc ouais, c'est un petit peu compliqué à remettre la machine en route. Euh, donc voilà, donc ces 6 joueurs-là, donc je vais les rappeler, Lavine, Vucevic, Williams, White, Brown et Aminou, en salaire, ils cumulent déjà plus de 72 millions à eux 6, sur un salary cap qui fait 109,1 millions cette saison. C'est ce qui a été fixé. Sachant que sur ces 6 joueurs-là, t'en as deux qui peuvent déjà entrer en négociation pour une extension, qui sont Zach LaVine et Troy Brown, parce qu'il leur reste 2 ans. Donc, à voir, ça va être un des gros travaux cet été, ça va être ben, la renégociation avec Zach LaVine, sachant que bon, on n'a pas les finances pour lui proposer le max auquel il pourrait éventuellement prétendre. Donc, bon, ça après, on rentrera dans les détails plus tard. Donc, on a ces 6 joueurs-là. Ensuite, on a Tadeusz Young et Satoransky qui ont des contrats partiellement garantis. Euh, donc, Satoransky, il a 5 millions garantis et s'il devient totalement garanti, et ça devient 10, voilà, s'il est totalement garanti, s'il est encore là au 1er août. Et pour Tadeusz Young, c'est 6 millions pour l'instant, et s'il est encore là au 1er août, ça passe à 14 190 000. Donc tout de suite, ça fait beaucoup moins d'espace dans le salary cap pour aller chercher d'autres joueurs. Et à côté de ça, t'as Archidiakono qui a une team option à 3 millions. Donc j'ai bien peur qu'Archidiakono, on le revoie pas cette année s'il faut faire un petit peu de bénéf quelque part. Ouais, c'est clair. Alors, on peut passer sur les deux mecs en partiellement garantie. Sadeus Young, donc tu l'as dit, hein, si c'est garanti, c'est 15 millions. Thomas Satoransky, 10 millions. Toi, qu'est-ce que tu fais? Et à ton avis, qu'est-ce que le front office fait?
Hmm, à mon avis, ils vont laisser les deux gars jusqu'au 1er août et que ça devienne garanti, mais ensuite, il y a de grandes chances qu'ils soient inclus dans des trades, D'accord. je Donc pour pense. toi, les deux sont, on a les 25 millions sur ces deux mecs-là au 1er août, et tu essaies d'en transférer, enfin, tu essaies d'en utiliser un, voire les deux en pièces, du coup, pièces monnaie d'échange. Je pense que, bah, déjà, d'ici à cette date-là, qui est donc le 1er août pour prendre une décision finale concernant leur contrat, il y aura des négociations avec des équipes. Si les équipes disent, OK, bah, il faut garantir le contrat pour que nous, on le prenne, bon, bah, c'est ce que les Bulls feront. Et puis si jusqu'au 1er août, ils trouvent personne d'intéressé pour ces joueurs-là, ils vont peut-être les couper ou alors ben, garantir les contrats totalement et les garder, quoi. Mais bon, D'accord. Moi, s'ils je vais veulent, te, nég- s'ils veulent, s'ils veulent libérer de la masse salariale, ça va être compliqué. ouais, parce qu'en fait, c'est là tout le truc, en fait, c'est que si on garde ces deux mecs-là, garantis en tout, donc on rajoute les 24 millions sur les 72, donc ça veut dire qu'on est à Ouais, 96, donc il resterait 13 13. millions, et on n'a pas encore parlé, et on va en parler juste après, des droits, des cap holds sur les mecs fin Ouais. de contrat. Je te donne, moi, mon avis. Pour moi, Thaddeus Young est encore un Bulls la saison prochaine, au début de la saison, sauf peut-être Oui, ce deal qui est largement intéressant. possible, oui, oui. Mais vu la saison qu'il vient de faire, le rôle de mentor qu'il a aux côtés de Patrick Williams, la relation avec le coach sur le terrain en extérieur, je le vois bien rester. Ah oui, Thomas oui, c'est pas déconnant. Satoransky, oui, non, non, c'est pas, voilà, je pense pas que ce soit Non, non, puis déconnant comme voilà, tu que dis. je pense que pratiquement tous les Bulls fans sont d'accord pour dire que derrière Zach LaVine, c'était pratiquement le meilleur Bulls cette saison. Donc ouais, ouais, clairement, hein. C'était un des joueurs les plus réguliers, un leader dans le vestiaire, etc. Donc oui, il y a aucun problème à ce qu'il revienne, hein. Ouais, ce Sadechong là, on kiffe, et même s'il il prend un an de plus, juste sur le QI basket et sur ce qu'il peut montrer, voilà, dans le passing game, la compréhension du jeu, c'est toujours positif, et ça fit très bien avec la Totalement. façon dont on a joué. Satoransky, alors, bon, à titre perso, je le cut, pas parce que je trouve que ce joueur a un impact nul, mais parce que je me dis qu'on va viser un renfort sur la main à la Free Agency, que lui, il prend 5 millions de plus si on le coupe pas, 5 millions de moins pour signer un meilleur joueur sur le même poste. Sachant que sur Mhm. le banc, je préfère avoir un Kobe White et pas avec un Thomas Satoransky, et j'aimerais bien voir plus de Devon Johnson par exemple, ou de, comme je te disais, de Troy Brown Jr. et tout. Donc pour moi, Satoransky, il faudrait le couper. Est-ce que le staff le coupe ou pas? Et là, je te rejoins, c'est en fonction de ce que les autres équipes diront. Si ils pensent avoir un deal et que les autres équipes sont intéressées par Thomas Satoransky, ou ils ont besoin de cet argent-là pour compléter et tout, peut-être qu'ils le garderont. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas un Bulls à la saison 2021-2022 dans tous les cas. Non, je pense pas non plus, ouais, je suis d'accord. Et Archidiakono, je te rejoins, on l'adore, mais 3 millions pour un troisième meneur dans une équipe qui charge du cap pour augmenter qui a des ambitions, sachant qu'il y Oui, a voilà, Devon c'est pas, Johnson c'est, encore c'est, une c'est pas, fois. c'est pas une question de ses qualités ou quoi, c'est juste qu'on va avoir besoin à un moment donné de faire partir des joueurs pour libérer de l'argent et ben, ça tombe sur Archidiakono parce que voilà, son contrat est comme ça, mais c'est dommage. Mais après, en même temps, il a pas été tellement utilisé cette saison par Billy Donovan, donc autant qu'il aille essayer de chercher plus de temps de jeu ailleurs, quoi. Ouais, c'est clair, et c'est toujours ce genre de mec qui trouvera toujours un petit contrat, même au minimum, et qui régalera tous les fans, quoi. Et quand on voit Mm. ce que McConnell a réussi à faire en bout de carrière, derrière, après les Sixers, maintenant aux Pacers et tout ça, et que voilà, on peut espérer un avenir similaire pour Archidiakono. Et puis au pire, si on est fan d'Archidiakono, on pourra toujours signer son petit frère une fois qu'il aura fini ses 4 années à Villanova, voilà. Ouais, s'il est dans le même style, pourquoi pas. Ouais, écoute, ce sera sûrement le meneur titulaire l'année prochaine de Villanova. Enfin, je crois, faut que je regarde les commits, mais bref, c'est une autre histoire. On Bon, passe maintenant au Free Agents, parce que c'est quand même un gros morceau et qui oui, il a y en a des un paquet, conséquences ouais. pour notre cap, ouais. Vas-y, je Ouais, t'en ouais. prie. Donc ça fait quand même 8 joueurs qui sont répartis en deux groupes, donc les unrestricted free agents et les restricted free agents. Donc les unrestricted,
Donc, ils sont plus sous contrat et ils peuvent négocier avec n'importe qui. On n'a pas la priorité des négos. Le problème, c'est qu'ils ont des cap hold assez monstrueux, mais on va revenir sur tout ça. Donc, c'est Cristiano Felicio, Denzel Valentine. Bon, bah, ces deux-là, hein, merci, ciao, bye bye. Garrett Temple et Daniel Tice. Et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Parce Alors qu'ils ouais, ont des cap hold assez impressionnants. alors voilà, le cap holds, du coup, on explique rapidement ce que c'est pour ceux Vas-y, ouais. qui ont pas le détail de ça. C'est que c'est de l'argent provisionné sur le contrat pour éviter, enfin, ça a été mis en place pour éviter que les équipes, en gros, puissent signer des méga stars et ensuite via les Birds re-signer tous leurs joueurs et du coup se faire des super méga teams. Donc on a décidé, la NBA a décidé de créer cette règle-là de cap holds qui provisionne de l'argent, qui est estimé par rapport à ce que le mec vient de toucher juste avant, et qui prend de la place dans le cap, virtuellement. Donc par Il me exemple semble que c'est Felicio, 150% de son dernier salaire ou un truc comme ça. ouais ça doit être ça, j'ai plus le truc en tête, mais on En peut gros, donner tu un prends son exemple. salaire de la dernière année, tu multiplies par 1,5 et... Ouais, parce que la théorie c'est que le mec va progresser, donc touchera plus d'argent. C'est pas tout le temps vrai, mais c'est la théorie. Ouais, Donc en Felicio, il a grave progressé, ouais, grave. donc voilà, donc par exemple Felicio, il a d'après la NBA une provision sur le salary cap des Bulls de 14,3 millions de dollars. Juste ça. 14 Ça 305 138 $. Mon ah, Dieu. au centime près, tu nous le fais. Et du coup, c'est-à-dire, donc ça veut pas dire qu'on va le payer ce prix-là, mais c'est-à-dire que pour l'instant, il prend cette place-là. Alors, ça n'a rien d'irrémédiable, hein. On va juste faire quelque chose de très simple. On va faire clic droit Felicio, renoncer à tous les droits. C'est-à-dire qu'on va dire que on n'essaie pas de l'avoir par les Birds, qu'on n'essaiera pas de, voilà, de le prendre par une exception et tout ça. Et du coup, on va juste le transformer en free agents libre, comme si Voilà. comme si on était les 30 équipes de la NBA. Et du coup, ces 14 millions disparaîtront de notre cap instantanément. Voilà. Même chose pour Valentine qui, pour lui, ça se monte à 8 821 320 $. Donc ça fait quand même des sous de récupérer avec ces deux-là. Ça fait plus de 23 millions. Voilà. C'est clair. Donc Et pour maintenant, Felicio et Valentine quand même, on se rend compte du bordel? 23 millions, tu sais, on dirait 2016. Bah d'ailleurs, Felicio, c'est 2016, hein, mais c'est des contrats Hmm. que tu donnais en 2016 pour ces joueurs-là quand le cap avait explosé. La spécificité maintenant, du coup, c'est pour Tice et pour Temple, on a Ouais. donc des cap holds. Donc Tice, c'est en gros, c'est 9,5 millions. Temple, du Daniel coup, Tice, ouais, c'est 9,5. ouais, et Temple, c'est, je vois sur ton. Alors là, 5 j'utilise ton article, hein. 720 400. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu as écrit. Donc là, je me base sur les chiffres parce que tu as tout résumé dans un super article qu'on mettra dans la description et qu'on partagera, où tout est résumé. Mhm. Donc n'hésitez pas, ça vous évite d'aller chercher sur Sportstrack et tout à gauche à droite. Je te fais de la pub, mais c'est mérité, tu as fait un super boulot, donc on le partagera celui-là. Et donc ces mecs-là, en fait, si on renonce à leurs droits, on n'a plus accès aux birds. Donc c'est compliqué, mais il y a une technique pour tricher. Mhm. Et donc pour tricher, il va falloir que le jour de la... Donc, vous savez que pour la NBA, il y a la période de signature et avant on a ce qu'on appelle un moratoire, où pendant 3 jours, les équipes font des accords avec des joueurs et c'est officialisé que 3 jours plus tard, à la fin du moratoire, on se rappelle de DeAndre Jordan qui s'était engagé avec les Mavericks et finalement comme les Clippers étaient venus lui casser sa tête à la maison, il avait dit non non mais finalement Ils l'ont pris je en reste à Los otage. Angeles. Et ouais, c'est ça, ils l'ont pris en Ils l'ont otage pris chez en lui. otage chez lui. Et donc voilà, donc le moratoire c'est ce truc-là. Et donc si au premier jour de la free agency officielle, on a un accord avec un free agent, on utilise notre cap et avec un joueur dont on a les holds et les birds, on peut les superposer en disant on signe en même temps. La NBA ferme les yeux dans cette petite particularité et on peut signer nos joueurs en gardant du cap. Voilà. Non, mais Et du coup c'est ce qu'on va c'est faire de toute façon pour oui, c'est ce qu'on va faire et c'est pour ça qu'on a signé notre cher ami JJ Polks, je me trompe pas cette fois-ci, JJ JJ Polk. Ouais. Polks, qui est un expert du cap, qui a beaucoup joué comme nous à Touquet en mode My League. Maintenant, il maîtrise bien les petites règles. Je pense que c'est la seule façon de travailler ce point-là et pour justement
à avoir des choses optimisées et économisées, enfin en tout cas plutôt pouvoir dépenser le moindre dollar mis à disposition par la NBA, excuse-moi. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va se passer avec. Après, il va falloir trouver un moyen de re-signer Daniel Tice, mais il va être demandé, je pense, donc ça va être compliqué. Et ensuite, il nous reste quatre autres joueurs qui sont agents libres, mais cette fois-ci restrictifs, c'est-à-dire qu'on a la priorité des négociations avec eux pour voir ce qu'on en fait. Donc il s'agit de nos deux two-way contracts que sont Adam Mokoka et Devon Dodson, qui tous les deux ont des cap hold qui se situent entre 1,4 et 1,7 millions. Javonte Green, lui son cap hold est à 1,9, quasiment, j'arrondis, hein, mais c'est voilà, juste un peu en dessous de 1,9 millions. Et notre fameux Finlandais préféré, Lauri Markkanen, qui lui a un cap hold à 20 194 524 $. Ouais, ça s'explique parce que il est rookie du premier tour loterie. Oui, voilà, c'est ce qu'on dans Ouais, la logique de la progression qu'on expliquait tout à l'heure. Euh, donc lui, on a la possibilité de lui offrir une qualifying offer pour un an qui se monterait à 9 026 000 $. Il va très certainement la refuser parce qu'il estime qu'il peut obtenir mieux ailleurs, donc il va aller tester le marché. Et n'importe quelle équipe qui lui proposera un truc, on a la possibilité de s'aligner, mais j'espère qu'on le fera pas. ouais. Alors pour aller un peu plus dans le détail là-dessus, si on lui propose une qualifying offer, c'est ce qu'on avait fait pour Denzel Valentine à la fin de cette année, et du coup il serait Ouais. unrestricted free agent. C'est pour ça que Valentine est, je vais dire UFA, hein, c'est mieux pour l'accent anglais et pour ma salive aussi. Donc c'est pour ça que Valentine donc, est UFA cette année. La qualifying offer, on la propose, enfin si on la propose, elle est valable tout du long. C'est-à-dire que il peut la refuser, mais que si à la fin de la free agency, il a rien trouvé comme contrat, ce qui m'étonnerait quand même, mais au cas où, il peut dire, Mhm. ok, je la signe si les Bulls la laissent sur la table. Ouais, ouais. Maintenant, comme tu le dis, s'il y a une offre par une équipe adverse, on a 24 heures, je crois, ou 48 heures pour s'aligner. Et à ce moment-là, du coup, Il me si on semble qu'on a s'aligne, 3 jours, hein. peut-être, Il me c'est semble que peut-être c'est trois 3 jours jours. la date, la limite. Alors, et par contre, il faut que, alors c'est pas que n'importe quelle équipe en fait propose un contrat et du coup c'est bon, c'est qu'une équipe propose un contrat à Laurie Markkanen, qu'il le signe ce Il le contrat. signe, oui, oui. Ouais, et qu'ensuite, du coup, on peut s'aligner. C'est ce qui était arrivé C'est ce avec qui avait notre été fait ami avec Zach Otto Lavine, Porter. ouais. Avec Ce qui a Zach été fait avec Zach Lavine, Lavine, puisque ouais. Sacramento lui avait proposé ce contrat-là. Il avait signé Hmm, le contrat avec Sacramento, et nous on s'est ouais. aligné derrière. Et donc Ouais, on l'a gardé. c'était pas les Bulls qui lui avaient proposé ce contrat. Et Non, non, c'était pour un joueur, Sacramento. pour un joueur, ça joue. Mhm. Faut pas négliger qu'un joueur, enfin, si son équipe lui propose pas un contrat et que ça se fait par le fait de s'aligner et tout ça, même si ça se justifie, hein, financièrement parlant, ça peut jouer. Un joueur peut se dire, bon bah voilà, ils m'ont pas respecté, ils m'ont pas fait d'offre directement. Bon, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Mhm. Donc, Laurie Markkanen, il y a un scénario où on nous fait une offre de contrat, cette offre il la signe, s'il il la signe, ça nous bloque du cap. Et on peut pas l'utiliser pour signer à Free Agent, parce que en fait on a Mhm. ce salaire-là qui est là et qui est bloqué pour lui. On a Pendant le ces fait, trois jours, ouais. ouais, on a ça. T'as vérifié 3 jours, ok, 3 jours. Donc ça nous bloque du cap et on peut pas signer d'autres joueurs. Donc c'est chiant et les autres équipes n'hésiteront pas à le faire. C'est un peu le jeu. On a le scénario où on accepte et ensuite on fait un sign and trade, ce qui se fait de plus en plus souvent. Avant, c'était un peu un truc genre magique qu'on sortait en mode on peut faire un sign and trade, ça arrivait pas. Depuis 3 4 ans, ça se fait de plus en plus. On sait que les Spurs, par exemple, sont intéressés pour Laurie Markkanen. On pourrait leur dire, bah écoutez, nous, on vous fait une offre de contrat qu'on signe via les Birds, parce qu'on a les Birds sur le Markkanen, et ensuite on vous le transfère contre un de vos joueurs. Et dans ce cas-là, on peut leur permettre de faire passer du salaire hors cap. Donc c'est une technique Voilà. qui peut être utilisée et appréciée pour une autre équipe. Et il y a aussi un scénario auquel je crois pas particulièrement, mais si les Bulls ont une cible sur un poste de meneur de jeu euh, pour lesquels ils ont besoin de l'argent et que le Markkanen est un peu long pour négocier, et hésite à gauche, hésite à droite, sait pas trop ce qu'il veut faire, il veut pas trop signer, on renonce à ses droits. Et on lui dit bye bye, on renonce à ses cap holds, on renonce à ses droits de restricted free agents, et on en fait un free agent totalement libre, et du coup on a son cap qui n'est pas provisionné, et on a du coup nos fameux
15-16 millions de disponibles pour signer un joueur. Ouais, c'est vrai que c'est pas le scénario le plus plausible, mais bon, ça reste une possibilité à envisager quoi qu'il arrive. Bah, disons que si tu as un front office et que le seul truc qui te permet de, enfin, le seul truc qui t'empêche d'avoir un très bon joueur, c'est le Markkanen, que tu sais que tu le transféreras pas parce que voilà, et que c'est chiant, bah, tu peux très bien lui dire, vas-y, tu sais quoi, bye bye, et tant pis si t'as pas réussi à le transférer plus tôt dans l'année, mais voilà, c'est possible et ça dépendra du coup de Laurie Markkanen, de son agent, et puis de ce que veulent faire, comment dire, le front Voilà. office. Sachant que Mm. derrière, ils ont tous dit oui, on aime beaucoup Laurie, on aimerait le garder, c'est un gars qu'on apprécie, on sait que ce que c'est de la com, et normalement il devrait plus être là. Oui, bah oui, je les vois mal dire ouais non, c'est une grosse tige qui nous sert plus à rien, on va le dégager. Forcément. Mais bon, bref, c'est l'occasion aussi de rappeler toutes les dates. Parce que Vas-y. donc, comme c'est un petit peu décalé encore par rapport aux années normales, tu sais, c'est un petit peu plus tard que d'habitude. Donc du coup, c'est le 31 juillet, la date limite pour se décider sur l'option d'Archidiakono et les qualifying offers, donc Mokoka, Dodson, Green, Markkanen. Sachant que Hmm. Mokoka, il a déjà fait 2 saisons en tant que two-way, donc on peut pas le faire revenir en tant que two-way. Et je pense Ouais. pas qu'on lui filera un contrat garanti. Donc, à mon avis, on reverra pas Adam Mokoka. Dodson pourrait revenir pour une deuxième année en two-way. Surtout qu'il y aura une saison de Sachant G-League que, c'est l'année prochaine, donc c'est faisable. sachant que le joueur, on rappelle, hein, fan hardcore des Bulls. Et Bah, que ce qu'il a né à montré, c'est très Chicago, très bien. fan de l'équipe, oui, oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc moi je pense que Donc, demain on lui propose de signer pour une tartelette, il reste. Hein. ouais, les tartelettes à Chicago, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais enfin, bref. Donc, voilà, le 31 juillet pour ces joueurs-là. Ensuite, on a jusqu'au 1er août pour voir Satoransky et Tadeusz Young. Donc, s'ils sont encore aux Bulls au 1er août, leur contrat devient totalement garanti. La free agency débute le 2 août. Et donc, la période moratoire, comme tu disais, dure 3 jours. Et donc, c'est à partir du 5 août que les mouvements de la free agency deviennent officiels. Donc, en gros, le 2 août, tu auras les premières annonces avec Shams, avec Woj sur Twitter. Mais ce sera officiel, annoncé par les clubs le 5 août. Ok, ouais, c'est ça, ça va s'enchaîner l'été. Faudra qu'on soit Ouais. accroché à notre téléphone. Bonne nuit blanche à prévision, ça. Oui, sachant qu'il y a la draft juste avant en plus. La draft, elle est le 29 juillet. Donc, tu as le 29 juillet la draft. Et dès le 31, faut faire des choix sur certains contrats. Et tu as la free agency qui débute la semaine d'après. Tu vois, je suis très content d'être un fonctionnaire en vacances. Faut bien kiffer, hein. Désolé, mais c'est clair. Avant qu'on parle de la draft, là, on quitte le factuel. Belle Pour transition. toi, ouais, t'as vu, mais ça, c'est notre interaction. Tu vois, on crée à force, on se connaît par cœur, quoi. Tu m'étonnes. Juste, juste avant, on quitte le factuel rapidement. Pour toi, parce qu'on n'a pas parlé forcément de Tice Temple, Javonte Green et tout ça. Qui est encore là, qui n'est plus là, et je vais pas te demander un montant, mais voilà, qu'est-ce qui, pour toi, est le plus probable? Ouh, qu'est-ce qui est le plus probable? Ouais. Waouh. Parce que je sais que si je te demande ce que tu veux, tu vas me dire Daniel Tays, je le garde, Temple, je le garde, Mais et tout ça. Donc, carrément. ouais. Mais, 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 Maintenant, mais, mais, mais carrément, s'il faut que je vende j'allais dire, ouais. Ouais. Là, s'il faut que je vende une couille, mais oui, 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 s'il faut que je l'arrache et que je la vende, ouais, attention, ouais, bien sûr. attention à ce que Euh, tu dis. T'en as que deux. Attention à ce que tu dis. ou l'intestin au mètre, parce on a des kilomètres d'intestin, tu peux m'en vendre un mètre. Enfin Ouais. bref, ça part sur eBay Argentine. Non mais oui, Daniel Tice, oui, carrément, mais tout à fait. Après, je sais pas quel montant lui va demander, qu'est-ce que d'autres équipes vont lui proposer, donc ça va être un petit peu compliqué, sachant que voilà, on n'a pas de marge et que on va chercher un meneur aussi, donc Bah, ça lui, après, paraît on très a ses compliqué birds. comme dossier. Ça paraît très Ouais. compliqué comme dossier, mais si on peut le faire revenir, mais oui, 1000 fois oui, il faut qu'il revienne, Daniel Tice, clairement. Après, Javonte Green a montré de bonnes choses sur la fin. De là à lui signer un contrat long terme, encore une fois, financièrement, ça va être compliqué et c'est pas un dossier prioritaire, donc je pense que ça va être un petit peu difficile. Garrett Temple, ce serait cool qu'il revienne. Après, à quel salaire je pense pas qu'il prendra le minimum vétéran, même si bon, il a déjà 35 ans.
Je pense que ça, ce sera pareil, ce sera en fonction des offres d'autres équipes. Si une fois qu'on a réglé tous les dossiers principaux, à savoir l'extension de Zach LaVine, euh, le meneur de jeu qu'on peut faire venir via Trade, San and Trade ou quoi, derrière, voilà, si Garrett Temple est encore dispo, qu'il a pas signé de contrat ailleurs, on lui proposera un truc, mais Ouais, c'est pas des trucs prioritaires, quoi. sachant qu'on n'aura pas de mid-level exception, Ouais, nous, on aura une early, comment dire, ouais, une early, donc on aura 5 millions. Parce que la mid-level, en fait, elle est mise en place que si, en fait, notre différence entre le cap maximum et le cap qu'on a déjà engagé est inférieur à la mid-level. Donc là, vu qu'on a d'accord. en théorie de la marge, on ne devrait pas avoir de mid-level. On aura les 5 millions et quelques, et je crois que c'est d'ailleurs comme ça qu'on signe Temple l'an dernier, sur cette exception-là. Oui, Donc on voilà, va on très avait bien utilisé leur ça, ouais. proposer. Ouais, donc voilà, c'est par exemple ça. On rappelle vite fait, entre parenthèses, qu'on a un petit marché cette année, hein. On a beaucoup d'équipes qui n'ont pas beaucoup de cap, beaucoup C'est d'équipes qui vrai. visaient la free agency suivante, beaucoup de mecs qui ont fait des prolongations de contrat. Donc voilà, ça va être un été où en gros les deux plus gros marchés potentiels, c'est New York, les Knicks et Chicago. Donc même si on n'a pas beaucoup de cap, on reste une des équipes qui a le plus de cap, c'est te dire. Ouais, ouais, bah écoute, on va bien voir comment Enfin, je ça se crois, passe, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de calculs de, l'apothicaire, ouais. ah, c'est clair, ça va être compliqué, ouais. Tu m'étonnes. Allez, maintenant, on passe à mon sujet. Là, ce que j'aime bien, moi, tu vois, la draft. La draft. Et c'est peut-être pas la plus belle année pour parler de la draft parce qu'on a une situation un peu Bah, surtout particulière si on cette n'a pas année. notre pic. Voilà, on y vient. On a notre pic, il est dans l'échange pour Nikola Vucevic. On rappelle échange qu'il fallait faire, donc choix de transfert de draft qu'il fallait faire. On revient pas dessus, c'est net, c'est clair, c'est dit, c'est pas un regret. Notre pic, Totalement. il est protégé entre 1 et 4. Sachant que pour l'instant, on ne sait pas exactement le pourcentage de chances qu'on aura à la loterie. Ça va se décider sur un bon vieux toys, comme on dit, un petit pile ou face. Et je te laisse Un partir petit pile là-dessus. ou face, ouais. Ouais, donc c'est le 25 mai. Alors donc là, on est en train de tourner ce pod le 22 mai. Je sais pas si au moment où on le mettra en ligne, ce sera passé ou pas, le 25 mai. Je fais Euh, de mon mieux, d'accord? je te mets pas la pression, hein, c'est toi qui fais le montage, mais voilà. On rappelle que ma Euh, connexion internet est nulle, d'accord? Je suis pas en Corrèze, mais donc on va voilà, faire vous aurez genre ce que si. podcast le 15 juin. Exactement. Laurie Euh, Markkanen aura re-signé pour 100 millions de dollars pour 4 ans, oh, d'accord? God. Fuck that bullshit, man. Donc le 25 mai, il y aura tirage au sort à pile ou face pour départager les Bulls, les Kings et les Pelicans, puisque ces trois équipes ont terminé avec le même bilan en saison régulière, à savoir 31 victoires, 41 défaites. Euh, donc il faut savoir que soit ces équipes, euh, non attends, en fait ce qu'il faut savoir déjà, c'est que il y a sept autres équipes qui ont un pire bilan que ces trois-là. Donc théoriquement, tu as les sept équipes avant et ces trois équipes-là sont 8, 9, 10. On ne peut pas, aucune de ces trois équipes ne peut faire 5, 6 ou 7. C'est soit ils vont dans le top 4, soit ils sont 8, 9, 10. Voilà, en gros, c'est comme ça. Donc si, voilà. Et ensuite, si aucune de ces trois équipes ne va dans le top 4, il y a cette fameuse, euh, enfin, on va être départagé à pile ou face au cas où aucune de ces trois équipes ne va dans le top 4. Bon, évidemment, notre pick ira à Orlando si c'est le cas, mais je vais garder Chicago dans l'exemple parce que c'est plus concret, plus parlant. Donc si à pile ou face, on détermine que Chicago a le pick 8, Sacramento le pick 9, New Orleans le pick 10, ça a une influence pour notre deuxième tour, parce que pour le deuxième tour de la draft, on reprend les mêmes équipes, mais dans le sens inverse. Donc là, dans notre exemple, on a dit Chicago 8, Sacramento 9, New Orleans 10. Donc au second tour, ça ferait New Orleans avec le pick 8 du deuxième tour, donc le pick 38. Sacramento avec le pick 9 du deuxième tour, donc le pick 39. Et Chicago avec le pick 10 du deuxième tour, donc le pick 40. Ok, jusque-là, ça va. Sauf que,
les Bulls et les Pelicans, enfin les Bulls surtout, ont la possibilité de swapper avec les Pelicans. C'est un avantage qu'ils ont récupéré de leur trade de Mirotic en 2018. Donc en gros, si les Pelicans finissent avec un meilleur pick que nous au deuxième tour, on peut le swapper pour leur prendre ce pick-là. Donc en gros, on va être 38 ou 39 au deuxième tour à la draft. Ouais, c'était le trade qui envoie Nikola Mirotic Voilà. contre du coup le pick qui deviendra Chandler Hutchison Ouais, et c'est ça. le swap du second tour. Et on avait récupéré en échange, comment il s'appelle? Quincy Pondexter, je crois. Ça Quincy doit être un truc dans ce Pondexter. style. Ouais, c'est ça. C'est ça, le fameux grand joueur des Bulls, Pondexter. Voilà. Est-ce que c'était ça le trade? Faudra que je vérifie. Je l'ai plus en tête. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. On envoie Mirotic là-bas et on récupère, je te dis, le pick pour Hutchison. Je crois qu'on récupère Poindexter en même temps. Je regarde en même temps, donc je te laisse continuer sur Ah mais l'explication non, mais mathématique. j'étais en train de regarder en fait. D'accord. Non, on avait récupéré Tony Allen, Omer Ashik et Jamir Nelson qu'on les a tous Ah ouais, récupérés. y avait pas Poindexter. Alors Non, Pondexter, c'était non, en... parce qu'il me semblait que c'était pas Pondexter parce qu'il avait signé pendant un été en fait. Donc D'accord. c'était pas Ok. via trade. Je crois il était free agent, on l'avait signé. Mais donc ouais, My bad Tony Allen bar. qu'on avait coupé dans la foulée, Jamir Nelson pareil et Omer Ashik on l'avait gardé jusqu'à la fin de saison. Il avait joué les 2 derniers matchs et au bout de 2 allers-retours, il en pouvait plus parce qu'il avait des problèmes de santé absolument catastrophiques. Donc ouais, mais Ouais. voilà, on avait fait ce pick swap pour le deuxième tour, donc ça peut éventuellement nous servir ce coup-ci. Même Ouais, si bon, parce ça que va ça, pas être monstrueux, ça va nous faire grimper de 2 places grand maximum, quoi. c'est ça. Bon après, parce que surtout que au niveau des contrats, ils sont pas garantis, donc ça change même pas grand-chose en termes de salaire. C'est juste que tu as un peu plus de chances d'avoir le joueur que tu veux. Euh, Voilà. le D'ailleurs, pick juste 1. petite précision, c'est Vas-y, pas je mal t'en de le prie. rappeler aussi, sachant que voilà, financièrement, on a un petit peu ric-rac, on doit faire des calculs à droite à gauche. Il est pas encore sûr que Marco Simonovic vienne au Bulls l'an prochain, hein. Ouais. Là, on avait dit il était au Megalex, Ouais. il a fait une bonne saison. Ça dépendra de lui, de ce que on a comme cible et de aussi voilà de la situation au Megalex. Alors même si c'est une équipe qui aime bien développer des jeunes, il y a comme on dit il y a Jovic qui est très fort, hein, Ouais. là-bas. Donc peut-être que voilà Simonovic va peut-être voir comment ça se Soit passe faire parce un que an de plus en Europe, ou comme on avait dit l'autre fois, peut-être signer en two-way et faire l'année en G-League avec Dodson et voir ce que ça donne là-bas. c'est possible pour prendre un peu de coffre physique, ouais. Ouais, Et on rappelle aussi que le fait qu'on n'ait pas le pick 1-4, enfin si on a le pick 1-4, c'est 8 millions de dollars de plus minimum, hein, pour le cap space et donc pas de meneur de jeu. Donc j'en ai discuté sur ouais. Twitter avec des gens. Oui, Evan Mobley, bon, même si, voilà, je pense ce que je pense d'Evan Mobley, le pivot peut être une future superstar, etc. Si on a Evan Mobley, on a 10 millions de moins et du coup on n'a plus de meneur de jeu en état. On n'a plus d'argent pour Oui, c'est avoir ça, faut savoir ce qu'on veut. donc Parce faut que faire ouais, des si on transferts récupère et le tout ça. pick top 4, ça fait encore des sous en plus dans le salary cap à prendre en compte. Donc encore plus C'est de calculs bien exactement, compliqués pour tout le staff des Bulls. exactement. Et c'est pour ça que je disais que pour moi, Karničovas, bon, s'il a pas son pic, il le savait et qu'il se dit, bon, bah, c'est peut-être de l'argent que je vais récupérer et même si on tombe sur le pic 1-4, ça veut pas forcément dire qu'on va le garder, sauf le pick 1 Kate Cunningham qui est Bon, après, si tu récupères le une... pick 1, oui, tu vas quand même, tu vois, Voilà, après tu tu prends essaies Cade, de faire des bien sûr, montages de l'autre côté. Mais quelque bien part, je sûr. Et pense après, aussi que, je pense aussi que le fait d'avoir mis ce pick dans la balance pour l'envoyer à Orlando dans le trade de Vucevic était un calcul comme ça aussi, en se disant, bah, on ouais, économise quand même, tu vois, un gros salaire pour un rookie, donc c'est quand même pas négligeable. surtout un rookie qui sera pas prêt. Et pas Hmm. encore une fois, hein, si on tombe en pick 4, bon, après on verra au moment de la loterie, on en discutera, mais si on tombe en pick 4 et que il n'y a pas un joueur qui nous convainc pour être ready day one ou comme ça, rien n'empêche de l'échanger, de faire un trade down et de passer en 12, 13, 14, 15 et de drafter peut-être un autre mec moins talentueux, mais plus NBA ready Mais qui va pas pour plomber le jouer salary cap, quoi. et qui va pas plomber le salary cap tout en récupérant une monnaie d'échange. Moi, je faisais un exemple sur Twitter. Imagine, tu as le pick 4. Peut-être que tu peux aller voir Indiana et faire coucou Indiana, j'aimerais bien Malcolm Brogdon qui coûte 20 millions de dollars, qui correspond à ce qu'on a besoin, et je te prends ton pick 12, 13, 14 en échange. Voilà. Hmm, hmm. Parce que l'écart entre le pick 4 et le pick 12, 13, 14, dans une classe de draft avec beaucoup de gros talents,
pourrait justifier. Voilà, c'est un scénario. Ne nous disons pas, voilà, soit on a le pic, soit on n'a pas le pic. Il y a plein de mondes de possibles entre les deux. Mm. D'ailleurs, rappel de la date, du coup, puisque ce sera le 22 juin, la loterie. Donc, en Ouais. espérant que le pod sortira avant. Dans un mois pile, Mais oh, voilà, ça va. 22 juin. Donc, dans pile un mois, on saura ce qu'il en est pour nous au niveau de la draft. Ça dépendra de la qualité enfin, de la rotation de mes éoliennes chez moi. Tu vois, si elles tournent très fort, peut-être que Mako viendra plus vite. Voilà, c'est vraiment on en est là, hein, messieurs dames, hein. Actuellement, je me bats sur les éoliennes. Et ouais, quand tu vis dans le trou du cul de la campagne. Mais Ah, c'est beau le progrès. c'est beau. Attends, à ce qui paraît, j'aurai la fibre en même temps que le podcast en 2023. On va parler du second tour rapidement. Voilà, je vous ai préparé une short list un peu de noms. On fait des profils et puis ben on en reparlera au moment de la draft dans peut-être une émission plus précise. Ouais. Euh, je vais lancer rapidement un postulat. Au second tour, tu draftes des mecs qui sont en fonction du fit et qui sont ready. Donc c'est-à-dire tu vas pas drafter des potentiels, tu te dis tiens j'ai un besoin de 3 points sur le poste d'aile, je vais drafter un ailier prêt même s'il a moins de potentiel. Donc là on va parler de mecs aujourd'hui qui ont fait au moins pour quasi tous, hein, au moins plusieurs années universitaires et qui vont être sur un profil précis. Les Bulls, quand tu regardes leur effectif, si tu te dis que le poste de meneur de jeu, ça va être un gros free agent, tu vas avoir des besoins en fait sur les postes 3, 4 pour remplacer les possibles départs de Daniel Tice, possible départ de De Garrett Temple Markkanen, et peut-être de de Markkanen. Tadic aussi, donc ouais. Voilà. Donc moi je suis parti sur ce truc-là. Du coup j'ai sélectionné quelques mecs. Le premier, je vais commencer parce que ça fait plaisir à la fanbase d'entendre ce nom, c'est Ron Harper Jr., donc le fils de Ron Mhm. Harper, qui est un ailier qui a passé plusieurs années du côté du coup voilà j'en perds mon latin, c'est incroyable ça. Bon je vais retrouver le nom de la fac, je suis désolé hein. Petit bégayage, les Scarlet Knights, et donc c'est la fac de oh là là Hugues Oh, je l'ai pas du tout, moi. Ron Harper. Rogers? Rutgers, merci. Ouh, voilà, ça m'apprendra, tu vois, à être sûr de moi. Donc, fac donc, de la Big Ten, grosse conférence. Ce qui va m'intéresser chez ce joueur, c'est que c'est un ailier 3-4, très fort défenseur. Vraiment très très fort défenseur, capable de switcher sur du poste 2 au poste 4, voire quelques meneurs. C'est un mec qui est très puissant au sol, donc il va vraiment mettre de l'impact. Il peut défendre quelques-uns aussi, et c'est un mec excellent à 3 points. Vraiment le profil du 3&D moderne. Tu mets ça sur des ailes, c'est prêt à jouer. Ça, c'est pas le plus athlétique. C'est pas un mec qui peut jouer balle en main, qui va poser le ballon, mais tu t'en fiches, tu le mets dans un corner et il défendra, il mettra des 3 points. Ce que t'attendais d'Aminou quand tu vas le signer, bah voilà, Ouais. Ron Harper Jr. c'était ça, mais avec beaucoup moins d'expérience forcément, mais avec un salaire minime, ce sera ready to play. Donc ça, moi j'aime beaucoup. J'espère qu'il On est quand même a, un peu meilleur shooter à 3 points qu'Emilio, parce que c'est quand même pas fameux à ce niveau-là. C'est pas sa voilà, qualité Aminou première. avait développé un petit shoot au fur et à mesure, tu vois, c'était de mieux en mieux, mais là, Dans non. les corners, mais après, si tu le mets à shooter depuis les elbows, ouais, il a du mal. Son geste est Ouais, pas terrible. c'était plus compliqué. Donc voilà, Ron Harper, donc je vais te donner les stats à 3 points. Donc sur du catch and shoot, on est à plus de 40% sur du catch and shoot. Oh, Donc voilà. oh, c'est Alors bon. après, il prenait un gros volume, il prenait beaucoup de tirs en pull-up et tout, donc il avait baissé, hein, il avait un peu diminué, il était tombé à 31% à 3 points sur le général, mais sur du catch and shoot, il était très efficace. Voilà, un peu moins de 2 mètres, 111 kilos, un bon gros bonhomme. Donc faudra l'affûter, mais bon, comme on Ouais, dit, plug and play. c'est bon ça. Ensuite, j'ai Cocorico, Yves Ponce senior, donc 4 ans qu'il a passé cette fois-ci, je me trompe pas, à Tennessee. On l'appelle Air Ponce, c'est un monstre physique. C'est pour ceux qui ont vu la photo avec les bras de Jimmy Butler là complètement n'importe quoi. Tapez Yves Ponce, comment dire, on va taper Yves Ponce body, tu vois. Vous allez tomber
très amoureux de ce corps musclé d'haltérophile. Il n'y a pas un millimètre de graisse. Il y a tous les muscles. Il y a des muscles, moi je pensais qu'ils n'existaient pas. Il les a. Il les a deux fois. La taille de son biceps, c'est la taille de mon corps. D'accord? Il est incroyable. Il saute très haut. Il défend du poste 1 au poste 5. C'est vraiment un défenseur élite en NCAA. Il a raflé la plupart des trophées de défense de sa conférence et du championnat au Ouais. global. Hyper intelligent dans l'aide. Voilà, il a un vrai QI basket capable de défendre sur plusieurs systèmes de la zone, sur du drop, sur du switch. Voilà, offensivement parlant, c'est un peu le défaut. Bon, c'est un mec qui existe beaucoup dans le rebond offensif, dans le putback parce qu'il te monte à 45 mètres de haut. Mais au tir, c'est compliqué. Il a commencé à développer un tir à 3 points dans le corner, même s'il a réussi pas encore là, mais il y a du progrès. Et Mhm. pareil, il a développé un petit tir à mi-distance voilà, si on le ressort la balle, il peut faire un petit shoot à mi-distance, ça commence à se mettre en place. Donc, Yves Ponce, voilà, c'est un mec qui va être vraiment, qui va être ready au premier jour, qui va te faire des highlight reels incroyables, et donc je suis très très chaud sur ce mec-là. Voilà, un Non, non, mais mec c'est clair qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. S'il y a moyen de le récupérer avec un pic 38 ou 39, Ouais, ouais, alors c'est il clair. a une cote qui varie beaucoup. Des fois, il est début de second tour. Des fois, il est undrafted. En fait, le problème, c'est que les mecs qui scorent pas beaucoup déjà en NCAA, qui sont pas les premières options, souvent derrière en NBA, Ouais, c'est encore plus compliqué, quoi. C'est vrai que on se rend pas compte, mais les mecs qui mettent 3 points en NBA actuellement, ils en mettaient 15-16 en NCAA. J'exagère un peu le trait, mais souvent c'est ça, quoi. Donc ouais, non, un mais c'est mec sûr. qui score pas déjà à ce niveau-là, mais rien que défensivement parlant, on est sur un gars élite et voilà quoi, qui pourra rentrer et il pourra jouer voilà 3, 4, 5 small ball et tout switcher. Donc je pense que c'est un gars qui plairait beaucoup au staff des Bulls et le shoot en développement. Et le shoot, on sait que ça se travaille et que lui, il passe son temps à travailler. En plus, un mec intelligent, un mec humble, qui fait du jazz et tout. Marié, voilà, c'est vraiment un bon gars. Et Cocorico, donc c'est toujours cool d'avoir un Français chez les Bulls, sachant que Mokoka pourrait partir. Oui, il y a de grandes J'ai, chances, hein. ouais, bah ouais, oui, je pense que voilà l'aventure. Il s'est mis sur Twitter et il a dit coucou, je suis un mec des Bulls pour dire maintenant salut, je suis plus un mec des Bulls, mais voilà, c'est possible qu'on fasse la farandole, mais voilà, ils font ce gros coup de cœur. Donc on est pareil sur 2 mètres à peu près. Mais Mhm. regardez ce corps, hein, vraiment regardez ce buff, regardez même des highlights et vous tombez amoureux de Ponce, qui devrait jouer bientôt, je pense, au niveau supérieur et en équipe de France. À terme, il pourrait bien fournir. On a, Mais est-ce qu'il a déclaré qu'il allait à la draft ouais. cette Alors année? en fait, il était senior, donc il est automatiquement éligible. Ah bah oui, On, oui, s- d'accord. on sait que cette année, alors ben, pour ceux qui suivent la NCAA, mais cette année, à cause du Covid, tous les seniors peuvent refaire une 5e année. Normalement, on fait 4 ans, t'es diplômé, et ensuite D'accord. tu vas à la draft. Là, comme il y a eu le Covid, tous les seniors pouvaient faire un an de plus. Lui a déclaré qu'il allait à la draft. L'an D'accord, dernier ouais. déjà, il avait des chances, il avait tâté un peu le terrain. Beaucoup de gens espéraient qu'il y aille. En France, en tout cas, on espérait qu'il y aille. Il a préféré rester un an de plus parce que son programme avait recruté des forts freshmen qui seront loterie cette année, Keon Johnson et Jaden Springer, qui s'il n'est pas loterie, il sera pas très très loin. Donc voilà, il avait une vraie chance de remporter le titre avec Tennessee. Lui, il se sentait bien sur le campus. En plus, comme je te dis, il a sa femme, il a ses habitudes et tout. Il était revenu un an de plus. Et là, voilà, il y va et il est prêt. Il est prêt et moi, je pense que c'est un mec qui va durer longtemps en NBA parce que voilà, défenseur incroyable, physique incroyable et que genre col bleu quoi, idéal, très intelligent. Mhm. Oh, Je ça le, correspond bien à l'état d'esprit de Chicago aussi. Ouais, clairement, c'est un mec que les fans aimeraient tout de suite, qui a déjà une belle cote et puis voilà, qui correspond à ce que le staff voulait, un mec polyvalent défensivement, tu peux te défendre sur tout, athlétique, rapide, puissant. Alors il n'y a pas encore de shoot, mais je te dis ça se travaille, donc c'est une cible qui me paraît pas déconnante pour notre front office. On va encore J'ai entendre du en Stacy King parler en français. ah ouais, en plus pour le coup il y a des highlights, hein, donc tu vois. Mhm.
Là, il y a Stacey King et Adam Amin, ils vont crier son nom et ils feront des super phrases en français et tout. Il y a moyen, ouais. Il y a vraiment moyen. Ce serait un gros, gros kiff. Je pense que si Yves Ponce est drafté par les Bulls, j'achète le maillot très rapidement parce que c'est juste du kiff, quoi. Ensuite, on Bon. a Marcus Bagley. Alors Marcus Bagley, lui, pour le coup, Frosh, donc freshman, première année, pas expérimenté, mais ailier fort, petit frère de Marvin Bagley, hein, qui joue actuellement à Sacramento, très athlétique comme son frère, shooter, shooter surtout dans les corners, donc voilà, très rapide, très mobile, pas un grand défenseur parce que son équipe ne défend pas du tout, donc c'est compliqué. On avait un Arizona State, l'ancienne équipe de James Harden, dégueulasse vraiment, avec des mecs, enfin c'était de la parodie de basketball quoi. Mais Marcus Bagley, dans un rôle un peu potentiel et athlétique et du 3 points, etc., il pourrait trouver un rôle chez les Bulls pour voilà, pour combler un trou et apporter de la jeunesse, mais des bases assez solides, quoi. En espérant qu'il se blesse moins souvent que son frère quand même, parce que physiquement il a morflé, hein. Alors Marcus Bagley, le problème c'est qu'il s'est déjà bien blessé, hein. C'est pour ça que sa cote elle est très basse, hein. Bah Ah, ouais, cette famille! c'est un truc, ça peut être un truc de famille, peut-être qu'il y a de la fragilité, ouais. Il a raté un bout de saison pour blessure, plus en plus la fac, hein, il y a eu beaucoup de problèmes de Covid hein, dans sa fac, donc c'était une saison très compliquée. Il était attendu. En fait, il a commencé la saison un peu sous les radars et puis ensuite il était attendu dans le top 20. On voyait pas mal son nom revenir. Puis une blessure, des difficultés à revenir avec la saison Covid, un contexte collectif dégueulasse et donc maintenant il chute beaucoup. On sait que cette année il n'y aura pas particulièrement de workout collectif, en tout cas pour l'instant on n'a pas de news dessus. Donc sur des choses un petit peu plus individuelles, il pourrait avoir une cote assez basse et du coup ça pourrait être un style entre guillemets sur ce gars Mhm. qui a du potentiel mais des bases assez solides. Bon, bah ma foi. C'est une Ça liste c'est pour un intéressante en peu. tout cas. Ça fera des bons gars à surveiller dans les Ouais, prochaines semaines. c'est des noms sympas. Et puis après, bah voilà, j'ai des petits noms pour finir, pour des profils un peu plus, enfin un peu moins déliés, même si je pense que nous on va chercher un ailier sur Indy. Je balance comme ça en fire boulette, Isaiah Ouais, ouais. Jackson, ailier fort, pardon, pivot sous-dimensionné, mais un contreur de ouf. Voilà, c'est un kamikaze, problème de fausse, freshman Kentucky dans une année compliquée, mais il y a un potentiel hein, d'un mec qui peut switcher de 1 à 5 et faire vraiment beaucoup, beaucoup de blocs. Donc, profil intéressant, mais pas NBA ready. Devon Sharp, pareil, pivot, première année à UNC, donc North Carolina, beast physique énorme, rebondeur incroyable, second saut incroyable, du toucher aussi. Une cote basse parce que il était remplaçant dans une équipe de North Carolina qui a pas très bien fonctionné avec un guard play, donc des arrières pas très efficaces. Et lui, il y avait beaucoup de pivots dans cette équipe, donc il n'a pas pu montrer Mhm. tout ce qu'il pouvait montrer, mais voilà, c'est un gros potentiel et ça peut être style un Daniel Gafford dans le comment dire, dans le rôle qu'on va lui donner, mais avec un potentiel plus élevé et qui vraiment prenait de la place, hein. C'était une grosse recrue universitaire, Devon Sharp, mais il a une cote très basse. Et après, Bon. sur un poste de shooter arrière, Chris Duarte, si tu veux un bras, alors lui pour le coup il vient d'Oregon, il a fait un parcours long, il a un vrai bras, il s'est bien montré pendant la March Madness, gros 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 shooter, pas athlète, mais si tu cherches un rôle un peu style Denzel Valentine, et dans le fait que tu vas un mec ready et du shoot, il se pose là. Donc voilà, si les Bulls ils cherchent du spacing, c'est un nom qu'il faut retenir. Et enfin, je l'ai gardé de côté, c'est un kiff. Bon, je pense pas qu'il sera disponible, mais en ce moment, je vois plusieurs mocks qui le mettent très très bas. C'est Sharif Cooper, le meneur de poche qui sort d'Auburn, un meneur incroyable, 1m85, 91 kilos. C'est le meilleur passeur de sa QV potentiellement. Il fait des passes de ouf, il t'envoie des alley-oop depuis son panier à lui jusqu'au panier d'après. C'est de la dynamite. Il provoque 8 lancers francs par match en 33 minutes de jeu. C'est énorme. Ouais. Personne n'a jamais pu l'arrêter. Quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, c'est deux équipes totalement différentes. C'est du kiff de ouf. Moi, je dis que si Michael Bay faisait un film autour du basket, l'acteur principal, ce serait Sharif Cooper. Vraiment, ce mec est ouf. Alors normalement, s'il faisait 10 cm de plus, il serait top 5 de draft.
mais Ouais. il est tout petit. Et on sait que la NBA, on va sur du lissage avec 5 mètres de 2 mètres. Donc on n'est plus du tout là-dedans et que quand t'es petit, c'est un handicap. En plus, il défend pas. Sharif Cooper, mais par contre, voilà, c'est un mec incroyable. Moi, je l'attends fin de loterie, personnellement. Mais Mhm. beaucoup de gens le mettent deuxième tour parce que, voilà, 1m85. Ce qui serait une erreur pour moi. Bon. Non, bah ouais, ça fait une belle liste, hein. J'aurai probablement d'autres noms à rajouter au fur et à mesure, mais Ouais, il y a plein de noms, hein. déjà On une sait bonne que le liste. second tour, en gros, on se dit souvent qu'entre 25, si j'élargis, et 45, c'est assez homogène. Donc il y a toujours des Ouais. mecs qui chutent, qui remontent, etc. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des équipes qui font des craquages au premier tour, qui draftent des gars. Sur l'année dernière, Udoka Azubuike qui draftait en 27, alors que beaucoup ne le voyaient même pas drafter, le gros Udoka là. Donc, euh, donc voilà, il y a toujours des petites surprises. Ah, Devon Johnson qui était attendu fin de premier tour, début de second tour et qui finalement finit undrafted. Il y a toujours des bonnes surprises comme ça. Bon. Voilà, j'ai abreuvé, j'ai envoyé de la logorée là maintenant. On va attendre de la draft et je vous ferai 2 heures de podcast sur un gars qui ne jouera que 2 minutes par match. Aucun problème. Bon, bon, parfait. Et bah du coup, plutôt que de parler de gars qui ont joué 2 minutes par match, parlons de ceux qui ont eu une carrière tellement accomplie qu'ils sont récompensés par le Hall of Fame. Allez, d'ailleurs, Hein? bonne Ah là transition là, parce que on peut très bien quelles être belles annonces. undrafted, on peut très bien être Oui, undrafted et tout à finir fait. au Hall of Fame. Eh oui, bon, c'est rare, je crois que c'est le premier à le faire, hein. À mon avis, C'est c'est le très premier. certainement le premier à le faire, oui. C'est Mais le premier. vas-y, régale-toi sur Ben Wallace. Allez, parce que Ben Wallace, moi je le rappelle si vous avez écouté l'émission précédente, c'est grâce à ce mec-là que j'ai découvert les Bulls et que je suis devenu fan des Bulls sur un bloc fabuleux qui lance une transition pour Ben Gordon. Ben Wallace, que dire, multiple défenseur de l'année, joueur undrafted, pivot sous-dimensionné, mais un coffre énorme, un cœur énorme, des bras tellement larges qu'il pouvait mettre un bandeau pour la tête autour de ses biceps, un monstre. Et je suis tellement heureux pour ce champion. Hein. On n'oublie pas, champion avec les Pistons en 2004, Ouais. et qui est enfin récompensé pour le Hall of Fame après plusieurs années où il a été, on peut le dire, snobé. Oui, snobé, je sais pas, il y a quand même pas mal de candidats, donc c'est toujours un petit peu difficile. Après, oui, non, c'est clair que sur sa carrière, c'est totalement mérité. Que ça arrive maintenant ou ça aurait pu arriver peut-être plus tôt. Bon, ça après, c'est plus ou moins des détails. Mais oui, sur sa carrière, c'est clair que quand tu vois, partir d'où il est parti, ne pas être drafté, euh, avoir une chance aux Wizards au tout début, très peu joué, puis finalement éclaté à Détroit dans cette équipe où plein de joueurs voilà arrivaient d'autres équipes où ils avaient pas vraiment eu leur chance et tout, et puis ils ont tous explosé à Détroit. Billups, c'était un peu pareil. Rachid, Le Shield, oui, oui, bien sûr. Enfin, même si bon, le Shield à Portland, c'était déjà quand même ouais, quelque c'est déjà chose, hein. sérieux. Ouais. Mais voilà, Rip Hamilton aussi était à Washington, donc voilà, c'était cette équipe-là, ils se sont tous trouvés au bon endroit au bon moment, et ils ont fait quelque chose de très grand avec les Pistons. Et puis ouais, après nous à Chicago, on n'a pas eu la meilleure version de Ben Wallace. Il commençait déjà à être un petit peu âgé, même s'il a toujours Ouais, fait le taf après, défensivement, on a demandé à un tu mec sentais qui avait qu'il pas était sur touché la fin d'être une quand arme. même. Et puis il y avait eu des Ouais, histoires aussi avec le bandeau, etc. Enfin bref, c'était mais on lui avait un peu demandé, tu sais, bizarre. à l'époque, d'être une armée, enfin une arme offensive importante de notre Oui, équipe, non, ce qui alors pouvait que, pas être, non. ouais, voilà, donc il y avait un peu erreur sur le profil, mais Ben voilà, c'est quand même le seul mec dans la période de domination de Shaquille O'Neal qui a entre guillemets tenu Shaquille O'Neal, quoi. Alors, t'arrêtes Non, il pas l'a bien Shaquille O'Neal, bousculé. tu arrêtes pas le Shaq, mais n'empêche que bon bah voilà, Oh, il y tu lui a, casses les couilles, quoi, c'est le bon. c'est ça. Et il y a pas un mec qui l'a peut-être mieux fait que lui, donc rien que pour ça, parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, pour les plus jeunes dont je fais partie, les gens draftent des mecs loterie
pour arrêter Shaquille O'Neal. On se rappelle de Eddie Curry qui est drafté par les Bulls pour arrêter Shaquille O'Neal parce qu'on se dit qu'à un moment donné il va falloir avoir un Il, est- pivot défensif qui peut il faire était ça. surnommé Baby Shaq d'ailleurs, parce qu'il avait des mensurations absolument folles. Mais ouais, bon, après ça a été un peu compliqué pour lui. Mais ouais, de toute façon, quand tu vois Ben Wallace, les finales 2004, justement contre Shaquille O'Neal et les Lakers, le taf monstrueux qu'il fait sur ces finales, mais c'est incroyable, c'est invraisemblable. C'est clair, et c'est un des précurseurs de mecs qui arrivaient à tenir les petits parce que Aussi, ouais, ouais. Ben Ben Wallace, voilà, on le rappelle, je vais vérifier pour pas dire de conneries. Moi, je l'ai à un truc genre à 2,06 m peut-être, 2,03 m, je regarde ça. Mais il était pas grand du tout comme joueur, hein. Non, non, Ben c'était pas un Wallace, seven footer ou 2,06. non, non, c'est clair. Tu vois, 2,06 m, Ouais, ouais. 110 kilos, et très très mobile, et du coup, ça lui permettait bah voilà, de bouger, de contester des guards, et il n'y a pas beaucoup de mecs avant lui qui faisaient ça. Alors, il y a eu Dennis Rodman, par exemple, mais il n'y en avait pas beaucoup, et il a ouvert la voie à une autre façon de défendre pour des pivots. Et donc, il a été récompensé en étant, il est double défenseur de l'année, triple défenseur, no, double défenseur de l'année, je crois, Ben Wallace. Je suis même pas sûr qu'il n'y en a pas quatre. Je Ah, sais pas mais s'il n'a ouais, pas gagné trois ou quatre de c'est, suite. c'est possible, À tiens. la suite en plus, hein. Il me semble qu'il en Alors, a quatre. 2002, 2003, 2005 et 2006, ouais, tu vois, voilà. Quadruple défenseur de l'année, donc rien que pour ça, tu mérites d'être Hall of Fame. Oui, surtout que, oui, oui, après, il y avait un peu moins de pivots défenseurs de l'année à part Dwight Howard quand même, mais ouais. Aussi, Joakim Noah aussi. Ouais, Justement, Jokes. les deux étaient ensemble à Chicago cette fameuse année où ils arrêtaient pas de se prendre le bec tous les deux, mais enfin bref. Ouais, mais non, non, totalement mérité pour Ben Wallace. Ouais, grosse carrière. Et puis voilà, surtout en partant d'aussi loin, quoi. Donc voilà, arriver à ça, c'est un bel exemple. Mes hommages, monsieur Ben Wallace. Moi, ce sera toujours un mec que j'ai fait tourner à 50 points sur Touquet 07 en espagnol. Donc, bon, écoute, chez moi, c'est un monstre offensif. Voilà, il donne que sur tout le Voilà. monde. Mais il y a un mec qui a peut-être plus marqué les Bulls, et puis surtout ta génération de, de gens d'un âge totalement correct, hein, bien sûr, évidemment, sans vouloir manquer de respect. Euh, c'est un certain Tony Kukoc. Ah là là. Mais quel bonheur. Là aussi, pour le coup, c'est pas trop tôt parce que ça aurait pu se faire depuis pas mal d'années maintenant. Mais bon, après, au final, une fois que c'est fait, tu te dis, bah voilà, même si ça aurait dû être avant, bah voilà, c'est fait, il y a plus besoin d'en parler. Mais quel joueur extraordinaire, mais quel artiste balle en main. C'était franchement Tony Kukoc, c'était la folie. Parce que, euh, ne serait-ce que son passage NBA, bon, tu gagnes quand même trois titres avec les Bulls en étant meilleur sixième homme dans l'équipe qui fait 72 victoires, 10 défaites. T'as eu un rôle extraordinaire dans cette équipe-là. Les finales 98, il est titulaire à la place d'un Rodman qui est quand même bien sur les rotules. Euh, Juste sa carrière NBA est déjà énorme en elle-même. Mais c'est rien comparé à ce qu'il a fait en Europe. Tony Kukoc, de 17 à 23, 24 ans, il a pissé sur toute l'Europe. Mais tranquille. Le mec a gagné 3 Euroleague de suite avec Split. Il est deux fois MVP du Final Four. Il va en Italie euh, à Trévise, qui n'avait jamais rien gagné de son histoire. Il arrive là-bas, il y reste 2 ans, champion d'Italie, Coupe d'Italie, finale d'Euroleague perdu contre Limoges, mais il est MVP du Final Four quand même. Au niveau sélection nationale, en U18, en U19, c'est des championnats d'Europe, des championnats du monde en étant MVP à chaque fois. Deux médailles d'argent aux Jeux Olympiques aussi, donc dans cette fameuse Olympiade 92 face à Team USA en finale. Enfin, je veux dire, ce mec a été un joueur majeur en club et en sélection avant d'arriver en NBA, mais c'était une méga star en Europe. C'était le meilleur joueur du continent. C'était genre comme il y a quelques années quand Doncic est arrivé, tu vois. C'était ce même style d'impact en Europe où le mec il survolait absolument tout, quoi. Euh, et, euh, et ouais, en tant que franchise player et après accepter ce rôle d'arriver en NBA et
avoir un rôle moins important, mais qui a quand même été crucial dans la réussite des Bulls dans le deuxième triplé. Et tout le monde s'accorde à le dire aux Bulls. Jordan, Pippen, tout le monde l'a dit. S'il n'y avait pas Tony Kukoc, jamais on gagne 3 titres de plus à ce moment-là. Kukoc, Rodman, évidemment. Euh, et puis juste, tu le regardes jouer balle en main. Tu vas sur YouTube, tu tapes Tony Kukoc et tu te mets des highlights, mais c'est monstrueux. Le mec, il te fait des passes dans le dos de l'autre bout du parquet, des passes à l'aveugle, à l'opposé. Il part en l'air, il fait une feinte de passe à droite, une feinte de passe à gauche, il la remet à droite. Franchement, c'est ce que je disais l'autre jour. Tu te rappelles de gars comme Jason Keffey ou Will Perdue et de leurs highlights parce que Tony Kukoc leur faisait des passes de fou à chaque fois, quoi. Sinon, ces mecs-là, tu les oublies totalement, quoi. Et tout le monde kiffait jouer avec Kukoc parce que c'était un super passeur et il adorait faire des passes. Il le disait lui-même. Marquer un panier, ça fait plaisir à un joueur. Faire une passe décisive, ça fait plaisir à deux joueurs, quoi. Et lui, c'était vraiment son truc, être vraiment quand il était en Europe, c'était le joueur majeur, voilà, de son équipe et de sa sélection. Mais c'était aussi un super passeur et c'était pas le mec qui prenait 25 shoots en disant je suis le meilleur, c'est moi qui prends tout, quoi. C'est vraiment un joueur qui avait vraiment le collectif ancré en lui et il en a fait profiter beaucoup de joueurs. Quand tu regardes l'équipe de Yougoslavie de fin des 80 et Croatie début 90, c'était des effectifs de fous furieux, quoi. Il y avait du Petrovic, il y avait du Dino Radja, c'était vraiment des grosses équipes. Et, euh, et ouais, un joueur qui a eu deux carrières très différentes en Europe et en NBA, mais dans les deux cas, il a été absolument monstrueux dans tout ce qu'il a fait, quoi, c'est clair. Ouais, et c'est encore un mec, enfin pour le coup, c'est pas encore, c'est justement un mec qui est pas arrivé trop tard en NBA. On a eu, parce qu'on a eu, Et on ça a été un sait qu'on, pionnier, parce qu'il y avait très peu d'Européens qui allaient en NBA à ouais, l'époque. Et en plus, lui, comme il était méga star en Europe, tu vois, il n'était pas pressé d'aller en NBA. Tu sais, à l'époque, en fin 80, début 90, il y il a est un drafté contexte en aussi, hein. plus au deuxième tour. Il est drafté au Hmm. deuxième tour. Premier choix du deuxième tour et n'importe quel autre Européen fait putain, je suis drafté en NBA, mais j'y vais direct, quoi. Tony Kukoc, il était là, ouais, mais tu sais, je gagne plus d'argent Et, ici en Europe, donc tu vois, il était et pas pressé d'y aller en NBA, lui, hein. Donc et il en a, il a bien plus, attendu. drafté au second tour à l'époque, pour un Européen, c'est déjà bien. Oui, mais c'est Il c'est y a clair, des c'est contextes. monstrueux. Parce que, bon, différent, hein, mais Sabonis, qui domine en Europe, qui est déjà vieux, il est drafté au quatrième tour la première fois Ouais. par Atlanta, et il refuse d'y aller, et donc il se représente à la draft l'année d'après, il est redrafté plus haut. Mais voilà, être drafté pour un Européen, c'est pas comme maintenant, c'était quelque chose de très difficile, parce que les Américains étaient très élitistes, et qu'on avait un contexte Il y avait géopolitique aussi absolument pas de de scouting à l'européenne à l'époque ou quoi que ce non, soit. non, Ça non. n'existait Et pas. on est en contexte de, encore, donc surtout dans les années 80, mais de guerre froide, et on n'est pas trop fan hein, des joueurs qui viennent bah voilà, Oui, voilà, du les, continent européen et surtout de ce partie du continent de l'Europe de l'Est. Donc ce que fait totalement. Kukoc, c'est incroyable, et il ouvre la voie et il permet aussi le rayonnement de son pays et du basket européen dans une équipe qui domine et qui passe partout comme les Bulls à ce moment-là, quoi. Et encore une fois, comme tu dis, pionnier, c'est un ailier qui peut dribbler, Voilà, aussi passer, par son style de shooter. jeu, tout à fait. Ouais. Un des premiers Et stretch forts maintenant, de l'histoire, quoi, qui pouvait s'écarter, shooter à 3 points, driver balle en main, parce que, bah là, voilà, balle en main, tu lui prenais pas le ballon, quoi. Il avait une maîtrise absolument folle, parce qu'en plus, il jouait meneur dans ses toutes premières années, et après, il a grandi, donc il est passé ailier, puis ailier fort, mais enfin, il pouvait jouer absolument tous les postes parce qu'il avait voilà les skills requis pour faire absolument tout. Il était surnommé le Magic Johnson blanc, c'est pas juste parce qu'il faisait des passes dans le dos et des passes aveugles, mais parce qu'il avait un handle, parce qu'il avait cette capacité à jouer sur tous les postes qui était phénoménal, quoi. Il avait c'est un vrai que nous nombre on de est surnoms presque autant aussi long que son palmarès, donc ouais, c'était assez fou. ah mais c'est vrai que nous maintenant on est habitué à ce que bah voilà, on parlait de Patrick Williams, tu vois, que tous les ailiers portent le ballon et tout, etc. C'est pas particulièrement le cas de base. Ça a été ouvert. Alors c'est pas lui le premier, mais voilà, ça il a contribué à ça. Et maintenant, si t'as autant de mecs qui tiennent le ballon sur ces Bah, postes c'est un des d'ailier, bah premiers qui l'a fait avec une telle réussite, quoi. Surtout dans une c'est équipe clair. qui a tout gagné comme ça, quoi. Et qui a été Ouais, précieux dans les campagnes de playoff, quoi, pour aller chercher les titres. ouais, je suis bien d'accord, et voilà, je pense que c'est un que regarder des matchs de Tony Kukoc pour un jeune Bon, c'est un régal. basketteur.
est ailier qui veut un jour briller balle en main, bon, bah voilà, c'est quand même des références de fondamentaux, de skills et de plaisir basket Ah ouais, totalement, totalement. assez indispensable. Donc voilà, Moi, on ça a sait. toujours été un de mes joueurs préférés, pas juste Bulls, mais joueur préféré en tout, quoi. Enfin, globalement, quoi. Ça a vraiment été un joueur qui m'a toujours marqué, que j'ai toujours surkiffé. Donc, ouais, ouais, gros fan de Tony Kukoc, ouais, clairement. Donc ouais, qui maintenant du coup célébrer Hall of Fame, du coup ce sera pour l'année prochaine. Pour Non, ils l'automne, ont là, je crois que c'est en septembre. septembre, ouais. Il a Ouais. pas, on sait pas encore qui il va avoir comme représentant, non. Je sais pas qui va le. Tu sais, Il il y a tous. avait, on lui avait posé la question en interview la semaine dernière. Il a Ouais, dit qu'il allait garder ça secret jusqu'à quelques jours avant, quoi. Je d'accord. mettrais bien une pièce sur Scottie Pippen. Ouais, ouais. En plus, les deux sont encore proches. Les Ils ont deux travaillé s'entendent pour les Bulls super tous les bien, sont deux. super potes, et puis voilà. Ouais. Pippen a été, malgré toutes les histoires au JO de 92, quand Kukoc est arrivé en NBA, Pippen l'a tout de suite pris sous son aile, lui a donné des conseils et tout. Enfin, les deux se sont tout de suite très bien entendus, quoi. Mais Et parce qu'il Pippen l'a aussi, défendu aussi. c'était un genre de joueur très collectif, qui était le Mm. leader des Bulls à l'époque quand Jordan est parti, mais qui rechignait pas à faire des passes décisives ou quoi. Donc, voilà, un Oui, joueur avec qui tout le monde adorait jouer, quoi. assez similaire balle en main. Bon, sur des quand même des impacts différents, mais Oui, ouais, l'ailier qui porte la balle. Et c'est une marque de respect, tu sais, parce qu'on parle beaucoup de Pippen qui défend sur le coach en mode je vais le démolir et tout. Il n'y a rien de plus respectueux pour un attaquant de voir qu'un défenseur se met à 100% sur ta gueule pour t'éclater, quoi. Et que c'est derrière, clair. quand un mec te met une pression comme ça et que tu sors du match et que voilà, je pense que les joueurs entre eux, enfin, ça crée un premier lien en mode, voilà, du respect et c'est ce respect-là qui leur a permis de jouer ensemble derrière, quoi. Oui, et puis Kukoc a très bien compris que c'était pas contre lui plus que ça, c'était plus que Ouais. voilà les Bulls, enfin Jordan et Pippen en avaient un peu marre de Jerry Krause qui arrêtait pas de parler de Kukoc, donc c'était plus par rapport à Jerry Krause que vraiment contre Tony Kukoc parce que lui il a rien dit de mal ou quoi, tu sais, Ouais, bon donc gars. voilà. Oui, Et oui, qui Kukoc continue c'est toujours vraiment de le bon travailler gars, pour ouais, les Bulls tout d'ailleurs, le hein. monde adorait ce joueur, tous ses Ouais, coéquipiers l'adoraient, c'est clair. et il fait toujours partie de l'organisation d'ailleurs, Tony Kukoc. Je suis En tout pas cas, sûr qu'il il le soit intervient encore. souvent Enfin, en tout cas, avec les oui, Bulls, ouais. une sorte d'emploi fictif de conseiller du président ou Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. comme John C'est une tête Paxson, quoi. qu'on revoit un peu souvent, ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, mais il a toujours vécu, enfin, il a gardé sa maison à Chicago, il passe toujours beaucoup de temps là-bas, donc, ouais, ouais. En même temps, les hivers à Chicago, ça doit rappeler les hivers en Croatie, hein. Ça doit pas être très très loin en termes de température. Ouh, ça, je sais pas. Froid sur 20. Je sais pas. Mais bon. Je te dirai ça quand je ferai un jour les deux, ou pas. Je- Bah, j'ai fait les Bon, deux, mais pas en hiver. Enfin, du moins, je suis pas allé en Croatie en hiver, donc, D'ailleurs, tu vois, justement, passage, petite anecdote marrante. Euh, donc, j'étais allé en Croatie, c'était il y a quoi, il y a 3 ans à peu près, c'était en été, tu sais, genre début juillet. ok. Et j'étais à Dubrovnik. Donc c'était pas à Split ou à Kukoc, mais j'étais à Dubrovnik. Et j'avais mon maillot des Bulls Tony Kukoc. Et donc je me baladais en centre-ville, tu vois, en visitant. Et il y a un mec qui me voit arriver. Mhm. Il bloque sur mon maillot. Il me fait, mais tu sais, il voit de devant, donc il voit le numéro 7, il fait j'espère que c'est un maillot de Tony Kukoc. Je me retourne, je fais bah oui, Tony Kukoc, évidemment. Et du coup, après, le Mhm. mec, il m'a payé des coups, on est resté à discuter de Tony Kukoc pendant, je sais plus quoi, 30-40 minutes, à boire des bières dans le pub, juste parce que le mec, il m'a vu avec un maillot de Kukoc, et du coup, on a discuté basket pendant. Ma Ah, copine, c'est elle faisait un trop peu la bien. gueule, mais bon, Ça, c'est moins bien. ça, c'est moins bien. Mais bon. Tu me diras, moi, ça, quand la fois, j'avais le maillot de Miles Bridges, et un mec, non, pas du tout. Tout le monde s'en branle. Tu vois, tout le monde, il se dit c'est un genre de handball ou c'est, ah, basket, d'accord, pardon. Aïe, aïe, aïe. Non, mais super anecdote, super anecdote. Bah, je ferai pareil quand je remettrai mon maillot de Markkanen en Finlande, écoute. Ouais. Ah, putain. Bon, je pense on peut s'arrêter sur ces belles paroles. Et Ouais, ouais, bah là, on est quasiment à 2 heures, ouais, donc je pense que ouais, c'est pas on a plus mal. bien Je pense que c'est le travaillé. plus long qu'on ait On- jamais fait.
Et puis voilà, non, mais C'est- c'est bien de rendre hommage à ces joueurs-là parce ils ont marqué l'histoire, non seulement des Bulls, enfin, surtout Kukoc, parce que Ben Wallace, on a dit aux Bulls, c'était Hmm, pas le meilleur passage de sa carrière, mais voilà, ils ont marqué le basket quoi qu'il arrive, donc, dans des rôles très différents, mais voilà, ça mérite le respect quoi qu'il arrive. c'est clair, deux légendes qui sont donc intronisées Hall of Fame au Ouais. prochain. Après une grosse, là on a eu une grosse cuvée de Hall of Fame, donc voilà, Oh on oui. aura une cuvée différente, mais aussi tout aussi respectable. On va du coup s'arrêter là. On va remercier forcément les éditeurs qui ont eu le courage de suivre nos bêtises là pendant 2 heures. N'hésitez pas à forcément à partager hein, ce contenu. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à commenter. Cette fois-ci, on n'a pas pu faire les questions-réponses. C'est de ma faute totalement. Hein. On s'y est pris trop tard pour des raisons personnelles. Donc on refera ce format-là. On vous donnera la Ouais, parole et ouais, on on essaiera de repartira répondre à avec les tout. questions la prochaine Ouais. fois, ouais, on s'y prendra à l'avance. Ouais. Avec grand plaisir. Là, je pense qu'on se retrouvera. Du coup, bah, on verra en fonction de la loterie ce que ça donne. Si on a un pic de top 4, peut-être qu'on en reparlera plus tôt. Sinon, voilà, on se retrouvera tout bientôt. Ne vous inquiétez pas pour parler des Bulls. L'été, il ne va pas y avoir de match, mais il est décisif pour nous. Peut-être Mais il encore va y plus avoir du décisif que le sport. reste. Ouais. Ah oui, il va y avoir du sport, ça. Par contre, ça c'est clair. Ouais. On va être fourni. On va être fourni. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je dis, à partager, à réagir, à commenter, peu importe, à voilà, à venir parler avec nous. Je vais vous remercier donc d'avoir suivi jusque-là. Merci à toi de m'avoir accompagné dans ce bon gros format où on prend toujours autant de plaisir. Ouais, clairement. Ouais, y a Et pas de puis souci, hein, moi je suis toujours là. après ta nuit de travail, tu viens de te Hein. réveiller. Ouais, Il est 17 h, tout est normal dans cette phrase. tout va bien. Bon voilà, et ben écoute, je te fais des bisous, à tout bientôt tout le monde, go Bulls, see red, et puis que les boules de ping-pong soient avec nous. Voilà, on va dire ça comme ça. Ciao. Ciao.